j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'épisode... Oh, que je sais pas. Quelques-uns de notre podcast saison 2, Vrai vie de chien. Oui. Aujourd'hui, on a eu la chance, l'honneur. Ah, vraiment. C'était vraiment un beau moment, je pense. Puis pas juste... là, je fais du suspense. Pas juste au niveau de l'invité qu'on a reçu, mais on a partagé un beau moment avec une belle personne. Avec une boîte de Kleenex, parce qu'on a braillé. Ouais, je pensais jamais pleurer dans un podcast, mais on a pleuré. On a reçu mon vet à la maison, Natacha Barrette, qui est une vétérinaire qui pratique l'euthanasie à domicile. Donc, spoiler alert. Ça a été perle comme personne, là, sincèrement. Moi, je la connaissais pas, je l'avais entendu parler, mais de découvrir cette personne-là pour vrai, wow, je l'aime de tout mon cœur, de tout mon... autant que j'ai hâte de la voir, que j'ai pas hâte de la voir, parce que c'est pas un contexte que tu veux vraiment, mais tu sais, c'est sûr à 100% que j'ai affaire à ce dilemme-là, là, ça va être 100% avec elle, là, c'est un coup de cœur de mon bord, vraiment. Donc, Natacha Barrette, on a parlé avec elle de long en large, c'est un podcast qui est quand même très long. De 1h30, facile. Ouais, on a passé beaucoup de temps avec elle, poser des questions sur comment ça se déroule, donc... en espérant ne pas vous faire pleurer, mais vous toucher comme on a été touché par la personne, mais par tout ce qu'elle fait, puis sa mission de vie. J'étais très contente de la retrouver. Donc, bonne écoute. Bonne écoute! Natacha Barrette, bienvenue. On est vraiment contente de te recevoir à notre podcast aujourd'hui. On tenait à inviter une vétérinaire, mais pas juste une vétérinaire aux multiples chapeaux. Et on a eu la chance de travailler ensemble il y a déjà plusieurs années. Coup de cœur, donc je vais te laisser te présenter puis parler un petit peu de ta médecine, parce que ce n'est pas une médecine conventionnelle, c'est de ça un petit peu qu'on voulait parler, puis d'apporter un peu de vent de renouveau peut-être, puis de faire connaître cette médecine qui est littéralement essentielle. Ah, ben mon Dieu, merci pour cette belle présentation. En fait, oui, je pratique une médecine non conventionnelle dans un parcours professionnel non conventionnel d'une personne non conventionnelle. Donc, on peut dire que tout est bien aligné dans mon cas. Donc, je vais expliquer ce que je fais actuellement, puis après ça, je reviendrai un peu sur les raisons qui m'ont amené là. Ouais. Donc, actuellement, j'offre un service à domicile d'euthanasie de chats et de chiens pour la région de Québec. J'ai décidé d'en faire ma mission. Vraiment, là, c'est comme ça que je le présente, parce que c'est tellement intime, c'est tellement quelque chose qui est intégré aussi dans ma vie. Je perçois plus ça comme un travail. Bon, on s'entend qu'il y a des petits bouts qui sont quand même du travail, il y a de l'administration, des choses comme ça. Mais quand je suis chez les gens, je suis pas en train de travailler, je suis en train de remplir une mission plus grande que moi. Donc, c'est comme ça que je vois ça. Puis, ce qui m'a amené là, c'était justement cette espèce de parcours atypique que j'ai eu, où pendant des décennies, malheureusement, ça trahit mon âge, j'ai exploré différents milieux de travail dans différentes régions, que ce soit dans des grandes villes ou dans des contrées éloignées du Québec, tout type de pratiques, des fois des pratiques solo, des gros centres d'urgence comme l'endroit où on s'est connus. J'ai même fait de l'enseignement. Donc, tu sais, j'ai touché à beaucoup de choses. Puis, je dis souvent que j'ai vu beaucoup d'humains. Tu sais, j'ai vu de l'humain dans toutes ses plus belles et moins belles facettes. Mais là, actuellement, l'expérience que j'ai gagnée, je l'ai comme concentrée vraiment pour après ça en faire cette mission-là. Vous parlez souvent que vous êtes connu, mais c'est où exactement que vous êtes connu? Moi, j'étais vétérinaire au centre d'urgence vétérinaire d'Aubigny à Québec. OK. Puis Maëlie devait... Je vais te laisser prendre la suite. En fait, c'est ça. J'ai travaillé à Daubigny. Je suis arrivée comme technicienne. Je devais faire du comportement. Finalement, je me suis ramassée à l'urgence. Puis c'est vraiment comme ça, parce que au final, on s'est rendu compte que les deux, on venait de la Mauricie, on avait travaillé là. Moi, j'ai grandi là. Finalement, je connais les enfants de Natacha. Puis on s'est rendu juste compte qu'on avait plein de choses en ligne, mais qu'on n'avait jamais travaillé ensemble. Puis on s'est retrouvés à Québec, dans cet endroit-là. Puis, coup de cœur. Par un peu hasard, mais effectivement, ça a cliqué. Puis, depuis que tu as quitté, puis que moi, bon, j'ai poursuivi mon chemin, j'ai toujours gardé quand même un contact. Tu sais, on savait ce que l'une l'autre faisait, que ce soit professionnellement ou plus à titre personnel, via les réseaux sociaux, évidemment. Fait que nos chemins ne se sont jamais vraiment quittés. Puis, on est dans le même domaine, le domaine des animaux. C'est petit aussi, le domaine canin, le domaine animalier. Là, Oui. On s'en rend compte quand on est dedans. Oui, là. effectivement. Puis, je sais qu'au début, dans votre intro, vous avez dit justement que vous étiez dans la région de Québec, mais vous faites
Québec et alentours? Mettons, faites Lévis, mettons, votre secteur, il s'arrête où? Oui, en fait, en gros, si je pense à la rive nord, ben, je couvre à peu près de Saint-Raymond-de-Portneuf jusqu'à Quand Saint-Féréol-les-Neiges. même. OK. OK? Fait que c'est quand même un Bonne, grand ouais, ouais, ouais. territoire. Puis dans la partie sud, je couvre Lévis et un petit peu vers Saint-Lambert parce que, tu sais, il y a l'autoroute qui fait que c'est quand même assez accessible. Fait que j'ai comme étiré un peu plus loin que juste Lévis. Mais sur les, je dirais, l'axe est-ouest, je fais juste Lévis parce que à OK. un moment donné, c'est déjà un énorme territoire à Puis couvrir. y a-t-il quelqu'un, mettons, qui pourrait dire, tu sais, je veux vraiment que ce soit vous, tu sais, à la limite, qui serait prêt à débourser un surplus, puis tu sais, si c'est, mettons, 10 minutes de plus? Ou Il n'y a pas une semaine où on me ça te demande demande pas? pas d'étirer ça un petit peu plus loin, un petit peu plus tard, un petit peu plus une journée ou un autre. Honnêtement, pour ma survie, j'ai dû me mettre des limites. Mhm. Je couvre déjà un territoire immense à moi toute seule. Je suis la seule employée de mon entreprise. Je OK. dois tout porter les chapeaux. Fait que c'est pas réaliste. Puis je le sais, puis je trouve ça triste de devoir dire non. Mais quand je dis non à une personne, je me dis toujours, c'est de façon à pouvoir continuer de dire oui aux autres. Parce qu'à un moment donné, quand tu prends la décision de faire que de l'euthanasie à domicile, tu rentres dans l'intimité des gens, tu entends leur histoire, Ouais. c'est touchant, c'est une autre facette, là. C'est difficile à décrire, faut le vivre pour le comprendre. Fait qu'à un moment donné, ça a déjà ses enjeux qui viennent avec. Fait que si en plus de ça, je repousse constamment mes limites personnelles, j'y arriverai pas. OK. Donc, les gens souvent m'offrent un supplément justement pour que je fasse le petit 10 minutes de Oh, plus, puis je leur dis, je suis désolée, c'est même plus une question d'argent. ouais. Rendu là, c'est une question Mais qu'il faut que je mette en place ce qu'il faut pour survivre. Des Ben limites. oui. à- Mais c'est bien de les respecter, ses limites. Puis ça doit être dur aussi au début, des fois, quand on commence de, tu sais, tu veux plaire, tu veux, tu sais, Oui. tu commences en plus, justement, tu sais, tu lances ton entreprise. Fait que, tu sais, ça devait être plus dur de mettre ces limites-là que, mettons, aujourd'hui avec l'expérience là, Ouais. que vous Mais avez. dès le début, j'ai su rapidement que mon plus grand défaut, c'est de pas être... défaut, c'est pas un défaut, c'est une caractéristique, je sais pas Mm. comment le dire. C'est pas juste dans ma vie professionnelle, c'est dans ma vie personnelle aussi. Mais par chance, je travaillais déjà sur moi, à reconnaître mes besoins et mes limites, puis à les faire savoir. Donc, ben, je l'ai appliqué à mon travail, Mhm. mais c'est sûr que ça me crève le cœur de ne pas pouvoir faire plus. Mais en même temps, Mais c'est c'est important ça. de garder des limites puis de les Ouais. respecter. Puis si tu, mettons, quelque chose qui est faisable, que la personne qui habite justement 10 minutes plus loin, elle dit, OK, ben mettons, ma soeur, ma mère Ouais, habite plus bon. Oui. proche. Puis, mettons, on dit, ben je vais aller là, ça va être dans le périmètre, c'est correct. Oui, Wow. ça m'arrive régulièrement. Moi, je pense qu'en autant que l'animal est habitué d'aller dans cet environnement-là, parce que le but, entre autres, c'est que l'animal vive une expérience qui soit la moins stressante possible. Fait que c'est sûr que s'il l'amène dans un milieu qui n'a jamais été, avec Ouais. d'autres animaux, ou je sais pas, quelque chose qui n'est pas, je dirais, adéquat, je pense que ça serait pas l'idéal. Mais oui, je prends, dans le fond, moi, tant que c'est sur mon territoire, tant aussi que c'est pas dans un lieu public, je le spécifie, parce qu'une fois, on m'avait donné rendez-vous à une adresse et je me suis pointée à cette adresse-là, qui s'avérait être un parc public. Je ne le savais pas, on ne m'avait pas prévenu. Et là, ben moi, j'ai quand même un devoir de préserver les gens autour. Eux, ils n'ont pas assisté à une euthanasie, Ils ont pas là, ils n'ont pas demandé c'est ça. Puis là, j'étais un peu pris dans une situation où je voulais pas non plus que les gens qui étaient prêts à euthanasier l'animal. Fait qu'on a réussi, avec les véhicules, à faire une espèce d'espace fermé, tout en restant dans la nature, parce que eux, c'était l'endroit où ils aimaient amener leurs chiens. Fait que je comprends, tu sais, c'est beau, mais moi, j'ai aussi un devoir envers la population qui pourrait être témoin. Fait que c'est une situation, là, c'est rare que ça arrive, mais je l'explique, si vous voulez que j'aille à un endroit, il faut que ça soit quand même un endroit qui est à l'abri du regard des voisins ou des passants. Et là, on a parlé un peu du contexte dans lequel tu travaillais brièvement, mais qu'est-ce qui t'a poussé de passer de les 18 000 chapeaux que tu as eus à l'euthanasie à domicile? Parce que c'est pas juste de changer, de faire ta pratique à domicile, c'est un changement, mais là, l'euthanasie à domicile, tantôt tu en as parlé, c'est un peu comme une mission pour toi, Ouais. puis d'honorer peut-être d'une certaine façon. Fait que là, je serais curieuse de savoir pourquoi la chose que dans le domaine animalier de la santé animale, un peu ce qu'on redoute tous, mais qui est un passage obligé,
tu as décidé d'en faire ta carrière. Oui. Et c'est multifacette, la réponse. Je vous annonce ça tout de suite. Premièrement, quand j'étais en pratique générale ou même au centre d'urgence où on a travaillé ensemble, j'avais remarqué que j'avais une grande facilité à comprendre les gens, comprendre même ce qui se disait pas. Tu sais, voir les changements des fois dans leur non-verbal, comme quoi, tu sais, il y a de quoi qui venait de, je sais pas, de changer. Donc, j'étais très perceptive de ça, ce qui me permettait de bien m'adapter à leurs besoins. Fait que j'avais de la facilité avec les clients. Puis quand on fait de l'euthanasie, ben il y a beaucoup d'émotions, puis on doit se placer, se mettre à leur place, essayer de rendre l'expérience le mieux possible malgré la tristesse. Puis je trouvais que les gens me reflétaient que je réussissais bien, tu sais, dans cet acte-là en particulier. Fait que je savais déjà que ça faisait partie de mes forces. Ceci dit, je pourrais longuement énumérer mes faiblesses, mais on va laisser faire. On va rester sur les forces, OK? Donc, j'avais cette force-là que j'avais remarquée, puis j'étais à l'aise. Moi, les émotions des gens, je suis une hypersensible, je dois quand même faire attention, mais je trouve ça tellement important de les prendre en charge, ces émotions-là, que malgré que ça vient me bouleverser, j'y mets beaucoup d'énergie, de cœur aussi. Fait que c'est ça, je crois, qui m'aidait beaucoup. Après ça, ben, il y avait une évolution aussi de la médecine vétérinaire, tu sais, l'arrivée de gros joueurs dans le portrait, les rachats en grande quantité de cliniques vétérinaires. Donc, le portrait de la médecine vétérinaire changeait énormément. Je m'y retrouvais de moins en moins. J'avais toujours voulu être une entrepreneur. Du jour 1 où j'ai gradué, moi, je voulais avoir mon entreprise. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il y en avait plein de formes. Je manquais un peu d'imagination à l'époque, dans le sens où on n'avait pas c'était avant l'ère Internet et tout ça. Là, il y avait juste les classiques, là, on pensait pas plus loin. Mais là, avec le temps, j'ai comme pensé un peu plus, je sais pas, avec un peu plus d'imagination. Et là, c'est là que tranquillement, pas vite, est arrivée l'idée du service à domicile. Il y a eu aussi dans mon parcours professionnel un événement déclencheur, qui à un moment donné a fait que j'ai fait no way que je vais continuer d'endurer ça, moi, là. Wow. Non, c'est terminé. Et là, moi, je reprends le contrôle de ma vie professionnelle, puis je vais en faire ce que moi je veux. Ça va être mon ADN qui va être imprégné dans cette entreprise-là. Je vais arrêter de subir les décisions des autres, puis je vais les prendre. Fait qu'il y avait... Puis il y a eu ma vie personnelle aussi à travers ça, là. Tu sais, faut jamais oublier qu'en tant qu'être humain, j'ai aussi évolué, vécu toutes sortes de choses. Puis à un moment donné, il a fallu que je me rende compte que mes besoins, mes limites n'étaient pas celles de d'autres personnes. Et j'ai littéralement pogné un mur aussi, là, tu sais. Et là, bon, je vais énormément mieux aujourd'hui, je vous le confirme, mais à l'époque, j'allais pas si bien ça. Et ça m'a aussi amené à prendre des décisions en lien avec ça. Fait que tout ça mis ensemble, j'ai tout brassé ça et là, c'était un service à domicile qui faisait du sens. Puis au début, je voulais faire une panoplie de services. Je voulais offrir autant les examens de santé que la vaccination, que l'euthanasie. Et c'est ce que j'ai fait les premiers mois de ma pratique, mais rapidement, je me suis rendu compte que là où vraiment j'étais bien, là où je performais bien, puis là, quand je performais, c'est vraiment au bénéfice des humains et des animaux, là, c'était vraiment dans l'euthanasie. Et je me suis posé la question, est-ce que je serais capable de faire juste ça? Oui. Ça doit être quand même assez, tu sais, c'est une morale, là. C'est ça, je me suis vraiment demandé, est-ce que je veux vraiment m'aider en faisant juste ça ou je vais me nuire, tu sais? Fait que c'est sûr qu'au début, je me suis donné le droit de changer d'idée. Tu sais, quand j'ai décidé je vais faire que de l'euthanasie, j'avais cette porte-là qui pouvait s'ouvrir de revenir à toute la gamme de services. Mais finalement, ça s'est avéré, je vous dirais, c'est la meilleure décision de ma vie. Wow. Oui, vraiment, là, c'était la meilleure décision. C'est celle qui est parfaitement alignée sur mes valeurs, qui est parfaitement alignée sur mes besoins en tant qu'individu. C'est là aussi où mes limites en tant que personne aussi, c'est moi qui détermine le cadre dans lequel je fonctionne. Moi, je fais pas les choses comme tout le monde, puis c'est pas ni mieux ni pire. Ouais. C'est pas ça que je veux dire. Je suis pas meilleure qu'un autre, mais j'ai une façon différente de travailler.
Puis là, je pouvais enfin le faire à ma façon, sans craindre, tu sais, de déranger quelqu'un ou d'être jugée d'une quelconque façon. Fait que ça me donnait une pleine liberté, là. Ça fait combien de temps que vous êtes à votre compte? Mettons que vous avez vraiment ouvert ce Ouais. service-là. J'ai commencé à travailler sur le projet à la fin 2019. OK. Oh, wow! Le lancement était mars 2020. En Pandémie. pleine pandémie. Ouais. Ah, la COVID. Là, j'étais flabbergastée, excusez l'expression, mais je Uh-huh. savais pas quoi faire parce que là, je venais de je lançais mon entreprise à domicile et Terrible. on entrait en confinement. Puis on peut plus rentrer dans les maisons du... Légalement, les vétérinaires, on avait le droit de continuer Ok. d'exercer pour les urgences. Puis bon, je pense qu'une euthanasie d'un animal qui est mal en point, c'est une urgence. Mais à quel point tu as le goût de rentrer dans la maison des Ben gens oui. quand tu sais pas trop, si tu vas pas attraper quelque chose ou après ça le Donner. propager. Ben, ou c'est ça, après- parce que dans le temps, on n'était pas au courant. Tu sais, Ah ouais, c'était on le n'avait pas beaucoup chaos au début, d'informations. là. Hey. C'était vraiment le chaos. Fait que là, ce que j'ai fait, puis ça, je pense, quand on est entrepreneur, veut pas, on n'a pas le choix d'avoir ces qualités-là que d'être capable de se revirer sur un 17. Ouais. Moi, je compare toujours mon entreprise à un kayak. Puis il y a les paquebots. Les paquebots, ça se vire pas vite, puis les kayaks, ça peut se virer vite. Ouais. Fait que là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai décidé de lancer quand même l'entreprise sur les réseaux sociaux. Ah, t'es hot. En sachant pas si un jour j'allais vraiment pouvoir aller à la maison. C'est mon fait à la maison qui va jamais à la maison. En tout cas, mais j'avais confiance. Je savais que mon projet, il était extraordinaire, mais là, les circonstances étaient pas propices. Mais j'avais confiance qu'un jour, ça irait mieux. Donc là, j'ai lancé sur mes réseaux sociaux. J'ai fait des publications pour animer les gens, si je peux dire, dans une période sombre de C'est notre vrai, vie. oui. Oui, je faisais des Facebook Live avec plein Oui. d'invités, puis c'était chouette, c'est vraiment le fun. Ça marchait, là, les gens, Mhm. ils me suivaient, puis tout. J'ai donné de l'information sur plein de sujets, fait que les gens, ça les tenait occupés. Puis l'ordre nous avait fait comprendre qu'il c'était possible de faire de la consultation à distance, de la télémédecine qu'on appelle, qui avait comme une forme de souplesse là, due aux circonstances aussi. Fait que moi, bon, on s'entend qu'on ne peut pas tout régler les problèmes des animaux de cette façon-là, mais des fois, il y avait des circonstances où je pouvais vraiment être mis à profit. Fait que j'ai offert mes services, mais tu sais, pas fait de publicité, là, mais juste comme je vais faire ce que je peux. Puis j'ai dépanné quand même beaucoup de gens. Wow. Entre autres, si je peux donner un exemple, à un moment donné, il y a une professeure, un couple qui habitait dans le Grand Nord, qui était sur une réserve, et leur animal avait une otite. Mais là, s'ils quittaient la réserve avec leur chien, Fais pas ils ne revenir. pouvaient plus revenir. Puis la clinique vétérinaire la plus proche était, si ma mémoire est bonne, à 12 heures de route. Pas proche, là. Et ils n'étaient même pas certains, s'ils se pointaient là, qu'il y aurait un vétérinaire pour examiner leur Hey. animal. Fait que là, ils se disaient, on prend-tu la chance, tu sais, de sortir puis de pouvoir revenir? Puis, tu sais, c'était une otite. On s'entend que ça aurait quand même été mieux que je vois l'animal, je l'examine. C'est sûr. Mais en attendant, hein, fait que là, j'ai fait la consultation, je leur ai envoyé par avion les médicaments. Ils n'ont pas eu à sortir Wow. de la réserve. Fait que c'est un exemple là, d'une situation que j'ai pu être. Mais par avion, ils l'ont parachuté. C'est comme dans Non, il y a quand dans les même- films. Non, il y a quand même un service postal, Ok. là. Des humains Puis, encore. oui, il y a encore. Non, j'avoue qu'on ne connaît pas beaucoup ce qui se passe dans le Grand Nord. Oui. On est peu connaissants, mais non, c'est ça. Ils l'ont reçu par le système postal. Moi, j'imagine ça comme un Hunger Game, là, ils arrivent au-dessus de leur place, ils droppent le petit parachute, je suis comme, ah, Hey, ouais, que ça arrive, ben oui. Ben oui, non, j'allais moi-même, là. Ah ouais? Oui. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ça. Puis en juin, j'ai officiellement fait mon premier rendez-vous, mon vet à la maison, une euthanasie à domicile d'une famille incroyable, qu'on est resté en contact aussi. Wow. Puis ouais, c'est vraiment... J'ai vécu une belle expérience. Je suis fière de savoir que c'était comme mes Les premiers premiers. clients, puis ça s'était bien passé, puis c'est devenu une ambassadrice pour mon entreprise, cette personne-là, parce que tu sais, quand tu as un bon service, ben, tu en parles à d'autres, puis tranquillement, pas vite. Là. Mais Ouais. le bouche à oreille, souvent, là, pour les petites entreprises, là, ça aide énormément. Oui, puis je dirais que dans mon cas, Ouais. plus encore, dans le sens où
moi, j'en fais pas de publicité, je veux pas en faire. Parce que si je fais de la publicité, puis là, je vais prendre des chiffres inventés, là. Mais tu sais, si je fais de la publicité, j'ai peut-être 100 personnes qui vont m'écrire parce qu'ils ont vu ma publicité pour savoir c'est quoi mes services. Puis sur 100, je vais peut-être avoir une personne, mettons, qui va vraiment prendre rendez-vous. Mais moi, je travaille toute seule. Je vais répondre à 100 clients. Je vais passer un temps énorme. Fait que si c'est le bouche à oreille, premièrement, les gens, c'est un service particulier, là, l'euthanasie, c'est intime et tout ça. Si c'est un ami, un voisin, de la famille qui leur dit, j'ai eu une expérience, ça s'est tellement bien passé, je te le recommande, ben moi, déjà, cette personne-là, là, elle me contacte avec un genre de lien invisible, mais tu sais, il y a déjà quelque chose qui se prépare, qui se crée. Puis il y a plus de chances que ces gens-là qui me contactent vont vraiment convertir en rendez-vous. Donc, s'il y a 100 personnes référées du bouche à oreille, au lieu d'avoir juste un rendez-vous, j'en aurai peut-être juste 20. Peut-être, tu sais, j'aspire pas à avoir, tu sais, je suis consciente que c'est pas pour tout le monde, mais il reste que moi, j'ai fait le choix d'être une entrepreneur solo. On appelle ça une entrepreneur minimaliste. En anglais, ils disent company of one. Donc, je fais tout pour garder l'entreprise petite, fonctionnelle, mais il faut que je mette les choses en place pour y arriver. Je ne peux pas passer à chaque jour 8 heures à répondre à des messages, tu sais, par exemple. Fait que j'ai conçu l'entreprise de cette façon-là. Mais c'est aussi ce qui fait la différence, tu sais, parce que les gens, souvent, pour avoir travaillé en clinique, c'est ce que j'entendais quand les gens demandaient des références pour des euthanasies ou des soins vétérinaires à domicile, c'est pour des besoins particuliers aussi. Donc, les gens ne veulent pas nécessairement quelque chose de commercial, puis, tu sais, que tu arrives, puis que, bon, on a 1 heure, puis bing bang, tu sais, c'est ça aussi, c'est que ça fait partie, je pense, de l'expérience, mon vet à la maison, puis heureusement, j'ai pas eu recours à des services dans les derniers moments, mais ça fait partie comme de tout ça, tu sais, je pense, puis c'est ce qui fait la différence, puis l'espèce de... Tu sais, tu marques ces personnes-là pour toujours. Là. Oui. Tu sais, c'est pas juste un rendez-vous de vaccin, c'est que tu fais partie de leur cheminement de vie, littéralement, puis t'as un gros poids sur les épaules. T'arrives chez les gens... Une grande responsabilité. Exact. Puis t'arrives chez les gens, puis tu dois... T'as une obligation de faire de ce moment un beau moment, malgré tout ce qui s'en vient qui sera pas beau, puis peut-être ce qui était juste avant qui était pas beau non plus, tu sais. Fait que je pense que tu fais bien, honnêtement, de garder ça plus... Je suis très consciente de ce rôle important que j'ai dans la vie des gens. Wow. Je sais que pour certains, c'est le pire souvenir qu'ils vont avoir de toute leur vie. J'ai tellement de gens qui me témoignent qu'ils ont perdu des proches quand c'est pas leurs propres parents, puis que ça leur a fait de la peine, mais jamais autant que de perdre leur compagnon. Donc, moi, je sais que je veux pas d'aucune façon commettre quelque chose. C'est pas être bien préparé ou pas savoir dire les bonnes choses ou pas être dédié à 100% à ce qui se passe. Fait que, tu sais, je mets vraiment tout en place. Puis je veux pas qu'il y ait d'erreur. Je veux pas que... j'ai déjà essayé d'avoir une adjointe à un moment donné, puis il y a eu des problèmes, il y a eu des erreurs, il y a eu des oublis, il y a eu toutes sortes de choses. Puis, tu sais, je le sais que ce que je lui demandais, c'était difficile. Tu sais, à un moment donné... il y a beaucoup de paramètres à tenir compte, puis le facteur humain à travers ça est compliqué, mais je n'étais pas capable de vivre avec ces risques-là. Fait que j'ai préféré, moi, être celle qu'on contacte, celle qui fixe le rendez-vous, celle qui va être au rendez-vous. C'est moi, là, c'est tout moi. Fait que je contrôle toute la chaîne. C'est pas que je suis une personne contrôlante, au contraire, je travaille bien en équipe, là, je pense que tu pourrais en témoigner. J'adore travailler en équipe, mais pour ce service-là, je pense que moins il y a d'intermédiaires, mieux ça va aller. Puis, il y a un mouvement aux États-Unis, bon, évidemment, parler des États-Unis ces temps-ci, c'est pas winner. On voit ce que le capitalisme peut faire à un pays. Bref, fin de parenthèse, il y a une entreprise d'euthanasie à domicile qui est rendue à travers tous les États-Unis. J'ai rien contre. Là, je veux dire, ils vont probablement, sûrement qu'ils donnent une accessibilité à ce service-là que personne ne peut faire. Moi, j'ai décidé de travailler tout ça. Je ne peux pas tout faire non plus. Mais eux ont décidé vraiment de s'implanter partout, de couvrir le plus grand possible. Mais c'est devenu une business. Ils ont perdu le côté humain. Ben non, je dis pas que quand je pense que quand le vétérinaire est là,
il est là lui aussi. Parce qu'il n'y a personne qui va aller travailler à faire de l'euthanasie à domicile s'il n'y a pas un peu les caractéristiques que j'ai nommées. Mais ça reste que c'est une business. Ça ne peut pas avoir l'échelle humaine qu'une micro-entreprise va avoir. Puis je bâche pas contre eux. Les gens sont libres aussi de faire affaire ou pas avec eux, ceci dit. Mais moi, je me voyais pas dans ce modèle-là. Ça, c'était comme l'opposé. Puis quand j'allais au début, là, j'allais dans des rencontres d'entrepreneurs au moment où j'ai pensé à mon entreprise, puis dans les mois qui ont suivi, puis j'allais rencontrer d'autres entrepreneurs pour réseauter. Puis il y en a plein qui voyaient un énorme potentiel à ce que je leur expliquais, puis qui me disaient tu pourrais avoir des bannières, tu pourrais avoir des employés. Puis là, je les regardais, je j'étais comme, non, t'as rien compris. T'as rien compris à ce que je viens de te dire. C'est pas ça que je veux. Moi, je vais être à contre-courant. Je vais être celle qui, au lieu de vouloir tout bouffer autour, va rester toute petite, toute simple, à l'échelle humaine, puis qui va faire sa petite affaire en ne souciant pas de ce qui se passe autour, puis en offrant la meilleure qualité possible. Je me couche le soir, je dors sur mes 2 oreilles, je sais que j'ai un sentiment de devoir accompli, puis c'est ça qui compte pour moi. Mais c'est beau, surtout après avoir fait l'introduction de tout ton bagage, de Ouais. voir que là, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, t'es rendu à vraiment te respecter, t'écouter avec tout ce cheminement-là, puis d'être bien, là. Oui, Tu sais, c'est gros, là. C'est pas juste une entreprise qui fonctionne bien, puis t'es capable de mettre de la nourriture sur la table. Tu sais, t'es bien avec ton travail, et ça, de nos jours, plus que jamais, c'est tellement important, puis puis j'ai rien contre ces personnes-là, mais d'avoir une mission, tu sais, dans ce qu'on fait, d'aider les gens comme ça. Puis ça doit être lourd, tu sais, on va en reparler tantôt, il doit y avoir des journées que, ça doit être dur émotionnellement, mais je le dis souvent à la blague, tu sais, on se sent vivant. Tu dois tellement avoir ce sentiment-là, souvent, qui est un sentiment qui doit te permettre de rester là-dedans puis de poursuivre cette mission-là. Tu sais, je pense vraiment que c'est nécessaire, ce que tu fais, là. Oui, puis je dirais que quand je regarde la société d'aujourd'hui, je suis un peu cynique, j'ai tendance, je sais qu'il y a plein de beaux êtres humains, mais j'ai tendance à mettre le focus, malheureusement, sur ceux qui sont moins gentils puis qui font du mal autour d'eux. Puis on dirait que ces temps-ci, ça pollue nos réseaux sociaux. C'est un mouvement qui est très important puis qui touche toutes les facettes de notre vie. Puis des fois, ça me fait perdre un peu foi en l'être humain. Puis à chaque jour où je rencontre ces familles-là extraordinaires, ça me réconcilie un peu avec les êtres humains. C'est comme si ça me guérit. Tu sais, il y a des grosses blessures, puis là, il y a des petites guérisons. Puis là, ça garde un équilibre. Mais moi, je sais qu'il y a du bon monde. C'est sur eux que je focus maintenant. Fait que je le fais pour eux, puis je le fais pour moi aussi, finalement. Je le fais parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de sentir que je pouvais faire la différence dans la vie des gens. Puis moi, c'est comme ça que je l'accomplis. Mais on n'a pas besoin d'être un vétérinaire qui fait de l'euthanasie à domicile pour s'accomplir. Tu sais, on peut travailler dans une pratique générale ou exercer notre métier d'une autre façon. C'est plus comme avant où on était dans des petits compartiments bien préétablis, puis on remettait rien en question. Là, on peut se réinventer. J'ai pas hésité à le faire tout au long de ma carrière. Je suis allée vers les opportunités qui se créaient devant moi, puis ça a fait de moi quelqu'un qui, à un moment donné, a peaufiné un super projet qui me colle à la peau, puis dans lequel je m'accomplis. Donc, on le sait, dans ton quotidien, c'est de l'euthanasie de A à Z, que tu parles, les rendez-vous que tu prends au téléphone, les gens qui t'appellent, c'est toujours des contextes qui... en fait, il doit en avoir des plus lourds, je dirais, que d'autres, étant donné que c'est un passage naturellement obligé, tu sais, généralement, quand on adopte un animal. Comment ça se déroule, la prise de rendez-vous? Est-ce que ça se fait par téléphone, par Internet? Comment tu gères ça? Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est fait auprès de ces gens-là, autrement dit? Pour commencer, quand j'ai pensé à mon vet à la maison et particulièrement au service d'euthanasie, il a fallu que je m'assoie vraiment puis que je réfléchisse à comment je pourrais rendre ça viable aussi pour moi. Parce que je veux bien rendre service aux humains, mais ça ne peut pas me détruire, comme je disais tantôt. Je dirais que je résume mon travail à une fenêtre de temps très, très, très précise. Tout ce qui se passe dans la vie de l'animal, ses maladies, la prise en charge par des médecins vétérinaires et tout ça, c'est pas moi qui le fais. Si les gens me contactent et qui sont pas sûrs d'être rendus là, parce qu'ils n'ont pas encore été voir leur vétérinaire, ils voudraient peut-être que j'évalue leur animal, ça, c'est non. OK. Parce qu'à un moment donné,
je pense que je suis pas utile à essayer de tout faire. Il faut que je me concentre. Fait que je les retourne à leur vétérinaire régulier ou sinon à un spécialiste, mais c'est pas ce bout-là ne m'appartient pas. Moi, il arrive dans ma vie quand ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire ou l'animal est rendu à ce point hypothéqué par l'âge ou la maladie que là, ils jugent qu'il n'y a plus la qualité de vie. Et là, moi, j'entre en scène pour le dernier acte, si je peux le dire ainsi. Et il y a le après qui est le deuil, où là aussi, je ne veux pas embarquer là-dedans. C'est pas ma spécialité, je suis pas psychologue et je veux pas non plus nuire parce que, tu sais, je pourrais ne pas bien faire les choses. Fait que le après, c'est pas à moi non plus. Fait que moi, là, c'est vraiment très, très précis, l'euthanasie. Ça veut pas dire que je connais pas la médecine vétérinaire, le avant, je l'ai pratiqué longtemps. Ça veut pas dire que le deuil me laisse indifférente ou c'est pas que j'ai les connaissances, tout ça, mais je peux pas être ce soutien que les gens ont besoin. Donc, moi, je me réserve cette partie-là, puis j'essaie d'être la spécialiste. Ceci dit, c'est pas une spécialité, là, mais j'essaie d'être la spécialiste de ce moment-là. Puis ce moment-là, là, il est haut en émotion, on parle du deuil, on prépare, on est déjà en train de faire le deuil, dans le fond. Là, avant, le jour où ils m'écrivent, leur deuil, il commence à s'accélérer même. Là. Il est déjà commencé, mais là, il s'accélère. Fait que c'est ça. Moi, je me réserve ce moment. Maintenant, j'ai fait le choix d'être toute seule dans mon entreprise, comme je disais. C'est pas réaliste que je réponde au téléphone. Je peux pas être à domicile, répondre au téléphone, donner des rendez-vous, répondre aux courriels. À un moment donné, c'est pas réaliste. Puis l'autre chose aussi, c'est que je me suis rendu compte que les gens, en fait, quand ils veulent me parler, là, parce qu'il y en a qui me contactent en me disant « je veux vous parler », ils n'ont pas tant besoin de moi. Ils ont besoin de parler. Ouais. Ils n'ont pas besoin de mon expertise. Ils ont besoin de se rassurer sur leurs décisions. C'est pas mon rôle. Ouais. Parce que si je prends l'exemple d'un vieux chien, je vais prendre un exemple classique, là, le vieux labrador de 15 ans qui est en perte de mobilité, puis qu'ils sont rendus à l'étape de le prendre dans leurs bras pour le descendre dehors parce qu'il n'est plus capable, puis que là, il n'est plus capable de se lever parce que là, il n'a plus la force de le faire. C'est pas moi qui va leur dire c'est le temps de l'euthanasier. Peut-être que ces gens-là, ils vont aller acheter un harnais, ils vont mettre du tapis partout, ils vont changer, ils vont mettre une rampe ou les marcheteaux, puis ils vont être capables encore. Je serais qui pour aller dire « Ah non, il n'y a plus rien à faire ». Je ne sais pas c'est quoi la réalité de cette famille-là. Je ne sais pas si c'est réaliste de faire ça non plus. Peut-être que oui, puis peut-être que non. Mais rendu là, ce vieux chien-là, c'est sa famille qui doit décider s'ils sont capables de continuer ou pas. Il y a aussi les finances. Il y a je dirais, la capacité aussi psychologique, émotionnelle de continuer à donner des soins, à être l'aidant naturel de son chien ou de son chat vieillissant. C'est beaucoup, là. Je peux leur en témoigner, beaucoup de sacrifices pour ces gens-là. Fait que c'est pas nous, les vétérinaires. On a un rôle, mais c'est un rôle parmi les rôles, mais c'est principalement la famille qui doit se questionner là-dessus. J'offre tous les outils, cependant. Je mets à leur disposition des grilles d'évaluation de la qualité de vie. Des grilles d'évaluation qui tiennent compte de la famille. Ça, c'est super important pour moi. Oui, il y a l'animal, puis c'est super important. Il y a la famille aussi, qu'est-ce qu'elle est capable de faire. J'ai aussi des grilles d'évaluation de la douleur. Parce qu'un animal peut être hypothéqué, mais pas avoir nécessairement de la douleur. Mais il peut avoir beaucoup de douleur sans être très hypothéqué par cette douleur-là. Fait que, bref, il y a beaucoup de choses à évaluer, mais honnêtement, c'est la famille. Puis moi, je respecte leurs décisions. Je me dis, quand tu es rendu à l'étape de m'écrire à moi, c'est parce que tu le fais pas de gaieté de cœur. Quand ton labrador, là, je prends encore l'exemple, labrador de 15 ans, tu m'écris pour me dire, on n'est plus capable de le voir souffrir. Là. Je me dis bravo. Vous l'avez amené aussi loin que vous pouviez, puis moi, je suis là pour vous accompagner dans ce moment-là. C'est sûr que des fois, il y a de l'abus, des gens qui essaient d'avoir accès à mon service alors que l'animal n'est pas vraiment malade, il est jeune, il y a ci, il y a ça. J'en ai eu encore une la semaine passée, une dame qui a mis sur son testament qu'elle veut que ses 2 chats soient euthanasiés, puis elle voulait me prévenir. Ben, moi, j'ai aussi prévenu que je ne ferais pas l'euthanasie de ces 2 chats. Parce que s'ils sont en santé, j'ai pas de raison de vouloir les euthanasier. Fait que, bref, il y a toujours des gens qui peuvent vouloir abuser, mais les gens qui me contactent habituellement, c'est des gens qui ont vraiment, vraiment tout fait ce qu'ils pouvaient, puis je respecte le fait qu'ils sont rendus là. On me contacte par un formulaire sur Internet.
Parce que justement, je comprends leur besoin de parler puis de sortir, tu sais, les émotions, mais moi, je peux pas accueillir ça tous les jours. Non. Je peux pas, Ouais. Pas juste ça en va être termes de trop. temps, là, en termes de la charge Non, mentale que c'est tu la charge apportes, là. mentale. Le temps, c'est même pas ça qui me dérange tant que ça, quoique il faut être réaliste que je ne l'aurais Mm. pas, mais c'est la charge mentale. Moi, quand je sais un bout de l'histoire des humains ou de l'animal, là, puis que j'arrive pour l'euthanasier, je suis déjà émotive. Ben oui. Quand je la connais pas ou que je la connais, mais tu sais, je l'ai pas entendu dire, je l'ai lu, je suis déjà comme plus solide. Fait qu'il faut pas que j'arrive trop fragile chez les gens, puis s'ils m'ont raconté leur histoire, s'ils ont pleuré au bout du téléphone, si... moi, là, je suis déjà investie, puis je pense déjà à eux avant d'arriver, puis c'est trop me demander. C'est pour ça que quand j'euthanasie des animaux de gens que je connais, je trouve ça Ouais. excessivement difficile. Je connais l'animal, je l'ai vu, je l'ai flatté, je l'ai aimé, je connais les gens, j'ai de l'attachement pour eux, puis là, si je sais que, exemple, la semaine prochaine, je vais aller euthanasier leur animal, là, je braille une semaine d'avance, là. Je suis comme, oh mon Dieu, dans 7 jours, là, tu sais, il faut que j'euthanasie l'animal. Après ça, dans 6 jours. Puis là, ça occupe mon esprit constamment. Tandis que quand les gens me contactent par formulaire, pour moi, ça reste quand même une forme de distance. J'aime pas utiliser ce mot-là, mais vous comprenez que Ouais. je m'engage pas les émotions trop vite dans le processus. Quand je vais être à domicile, je vais être 150% engagée, par exemple. Mais pas avant ça, puis pas après ça. Ouais. Parce que c'est impossible pour moi de survivre. Peut-être certains seraient capables, mais moi, avec mes caractéristiques, ma façon d'être, je peux pas. Mhm. Fait qu'il faut que je respecte mes besoins, mes limites. Je sais qu'il y a des gens que ça dérange, qui veulent vraiment me parler, puis quand je leur demande qu'est-ce que tu veux qu'on parle, je leur demande de me l'écrire, puis je dis je verrai, tu sais. Mm. Mais c'est toujours, je veux vous expliquer. Ouais. Mais je j'ai pas besoin que tu m'expliques pourquoi tu C'est leur besoin l'euthanasies. à eux, tu sais. C'est ton besoin. Ouais. Moi, tu l'as déjà écrit, je le sais. Ouais. Je le sais, puis je le comprends, puis je l'accepte. Maintenant, si tu as besoin de parler, c'est à des amis, c'est à de la famille, à d'autres gens, mais pas à moi, parce que moi, je peux pas absorber tout ça. Non. C'est trop me demander. Ouais. Oui. Et même en clinique vétérinaire, tu sais, on le vit souvent, tu sais, ces cas-là, puis surtout, tu sais, à l'urgence, même en clinique Oui. plus petite, tu sais, on les suit, ces animaux-là, on les voit chiots, Oui. travailler comme 10, 15 ans en clinique, tu les vois vieillir, ou là, tu vois l'histoire, lors de temps refuge, je connais l'histoire, puis là, vient le moment où de faire cette euthanasie-là, puis t'es même pas dans leur environnement, c'est eux qui viennent en clinique, Ouais. et c'est déjà, même si c'est une euthanasie très respectable, le chien est rendu là, Ouais. puis la bonne décision à prendre, juste d'avoir ce background-là, effet client, qu'on n'a même pas la proximité que tu Ouais. peux avoir avec eux, on se permet de le vivre peut-être plus de proximité, tu sais, d'accepter comme nos émotions à nous aussi en tant qu'humains, tu sais, puis de le vivre, puis avec eux, puis de trouver ça difficile. Mais à quel point ça doit être difficile dans le quotidien, tu sais, si justement tu as l'espèce de charge juste Ouais. avant qui te tombe un peu sur les épaules, puis même si ces personnes-là, c'est, je veux dire, juste pour leur bien, puis juste, C'est relatif. Je Exact. comprends qu'ils en ont besoin. Là. Exact. Je ferais la même chose, mais c'est pas à la vétérinaire qui va euthanasier leur animal qu'il faut confier ces Ouais. souffrances-là, parce que sinon, c'est ça devient trop gros pour une seule personne. Tu sais. Exactement. Souvent, en clinique, ça va être la réceptionniste qui va les entendre. Fait qu'on a comme un genre de protection, tu sais, on l'entend pas trop leur histoire, ou, comme tu dis, on les connaît, puis ça, dans ce temps-là, ça change toute la Ouais. perspective. Puis je peux raconter peut-être une petite anecdote qui illustre bien, puis ça finit pas en euthanasie, mais ça illustre bien à quel point un vétérinaire, à un moment donné, c'est pas juste des patients pour Non. nous, là. On les aime, là, tu sais, là, on devient attachés. Quand je travaillais à Shawinigan Sud, j'avais comme cliente Charlène Fournier. Oui! Peut-être qu'on connaît Charlène, Oui. qui travaille à la SPA. Puis elle avait son berger allemand, Maddox. Oui, Puis Maddox, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai enseigné au Collège La Flèche, puis Charlène était mon étudiante, et elle était venue me voir, puis elle m'avait dit, qu'est-ce que tu penserais si je m'achetais un berger allemand? Puis là, il faut savoir, je ne suis pas raciste, mais... Les bergers allemands! Je peux faire exception. Mais bon, c'est pas vrai, là, je fais des blagues, mais il reste que moi, je suis comme... ben moi, je ne traite pas tant, là. C'est pas ma race préférée. J'ai quand même des trous dans un bras qui me prouvent qu'ils peuvent être imprévisibles pour les vétérinaires. C'est que nous, on les voit toujours, évidemment, dans un milieu stressant. Fait que bref, on parle de ça, puis elle me dit, tu vas voir, moi, là, le mien, il va être parfait.
Et là, elle achète Maddox, elle éduque Maddox. Maddox devient le chien le plus extraordinaire qu'il n'y a pas là, Il sur est la terre. exceptionnel, ben oui. Puis Charlène a fait un bon travail, puis c'était un bon sujet aussi. Puis après coup, je suis retournée en clinique, puis elle est devenue ma cliente. Maddox, à un moment donné, je suis au centre d'urgence d'Aubigny. Je travaille, je prends mon corps de travail de nuit. J'arrive et on me transfère les patients. Je vais pleurer, j'étais là. Ah, t'étais là! Les marches, j'ai tourné et j'ai reconnu le chien parce que Charlène, ça a été ma belle-sœur pendant 3 ans. Et j'ai tourné le coin, puis j'ai croisé Maddox, puis je me suis dit, ce chien-là, je le connais. J'ai dit la même chose quand je l'ai vu. J'étais comme, hein, c'est drôle, on dirait que je connais ce chien-là. Oui. Et là, je regarde le tableau. Tu sais, il y avait le tableau avec tous les cas. Ouais. Je regarde, je vois Maddox. Je vous Oh, non. jure, je m'effondre en larmes. Moi, je te crois. Je broyais toutes les larmes de mon corps parce que là, j'étais comme, mais qu'est-ce que Maddox fait ici? Il était écrit quelque chose de grave à l'écran, qui mettait sa vie en danger de façon très sérieuse. Et là, moi, c'est comme si c'est mon chien. Là. Moi, je suis plus une vétérinaire. Là. Moi, je suis plus vétérinaire à ce moment-là et je me rends compte que c'est moi qui, pour le restant de la nuit, est la responsabilité de ce chien-là. Fait que s'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui, c'est moi. Et là, je capote, je trouve cette responsabilité trop grosse pour moi, là. C'est comme, je ne serais pas capable de réfléchir normalement. Je me rappelle même avoir demandé à une collègue s'il y a quelque chose, je peux-tu t'appeler parce que j'avais comme peur Les de... émotions, hein. Oui, c'est ça. J'ai tellement été sous le choc de le voir là. Ouais. Et je me rappelais pas que t'étais là. Oui, avec toutes les fenêtres givrées, les portes vitrées, j'ai descendu les escaliers, commencé mon corps de travail, j'ai tourné, je l'ai vu dans sa ronde basse. Et là là. Oh my God. Ouais. Oh, que de souvenirs. Mais là, ça l'a bien fini, ce chien-là. Ben oui, Maddox, il a vécu assez vieux. Pour un berger allemand. Pour un berger allemand, là, je me rappelle pas combien d'années, là, mais non, il a eu une belle vie, puis c'était le meilleur chien. Dans la meilleure famille qui soit, elle a tout fait. Honnêtement, là, cette humaine-là pour ces animaux-là. Ouais. Ouf! Gros shout-out à toutes les techniciennes de la SPA de la Mauricie. Vous êtes hot en Oui, vraiment. Et là, on a parlé un peu de la prise de rendez-vous, comment ça se passe pour toi aussi, mais pour le client. Mais une fois que c'est fait, parce que là, on va en parler après, mais une fois que c'est fait, c'est quoi le sentiment? Tu sais, on a parlé tantôt au sentiment du devoir accompli, tout ça, mais est-ce qu'il y a un moment où est-ce que tu dois prendre une pause? Comment ça fonctionne? En fait, plusieurs par jour? Comment tu réussis à survivre un peu à ça au travail? Ben, encore là, j'y vais selon ma capacité. Je me donne le droit des fois de prendre des pauses parce que des fois, je sens un peu que je deviens sur le pilote automatique. Ouais. Ça paraît pas, là. Puis honnêtement, c'est minime, là. Mais je sens qu'à un moment donné, là, je suis plus capable d'être aussi engagée, là. C'est comme si c'est trop. Fait que là, ça, je l'observe, puis j'en prends conscience. Puis je l'accepte aussi parce que ça, c'est difficile. Des fois, on le voit, mais on se dit « Oh non, je suis capable d'un autre. » Puis fait que je fais vraiment attention. Puis là, dans ce temps-là, je m'octroie une petite pause. Une pause qui peut être juste d'aller prendre un café, une coupe d'heure. Là. Tu sais, je ne pars pas une semaine de vacances à chaque fois. Mais c'est ça, il faut que je dose tout le temps là, bien mon niveau d'énergie puis ma capacité. Je ne fais pas des euthanasies tous les jours. J'ai décidé, parce que je trouvais que c'était plus fonctionnel, puis à date, je pense que ce modèle-là va rester pour longtemps. Je fais des euthanasies le mardi, le mercredi, le jeudi. Quand même. Et le vendredi matin, mais pas tous les vendredis matins. Le lundi et le vendredi après-midi, puis les trous dans les autres journées, je fais de l'administration, je réponds aux courriels, comptabilité, commandes, les 1001 tâches que j'ai à faire, qui paraissent pas, mais si je les fais pas là, il va falloir que je les fasse à un moment donné, puis je veux pas passer mes fins de semaine non plus à un moment donné, il faut que je me reset aussi le week-end. Fait que je travaille du lundi au vendredi, mais activement avec les visites à domicile, 3 jours et demi environ. Ce qui veut dire que dans un monde idéal, j'ai 3 rendez-vous par journée. Quand même. Et 2 environ le vendredi matin. Fait que 3, 6, 9, 10, 11. C'est ça, une dizaine de rendez-vous par semaine. Ça, je me suis rendu compte que quand je fais ces 10 rendez-vous-là, à moins de situations exceptionnelles, là, mais tu sais, je vais entrer dans mon week-end, je vais être correct, je vais être capable de me reposer assez pour recommencer le mardi suivant.
Encore là, peut-être que quelqu'un d'autre aurait une autre capacité, en ferait plus ou en ferait moins que moi, mais moi, c'est ce qui convient le mieux là, actuellement. Pour pas tomber justement en mode où là, je me détache un peu Mm. de mes émotions parce que c'est juste trop, que je suis vraiment groundée avec le moment présent, puis vraiment concentrée aussi sur les besoins des gens qui sont devant moi. Fait que c'est ça qui fonctionne bien. Sauf que hein, des fois, c'est l'idéal, puis la Ouais, réalité, hein? il y a ces deux choses. C'est déjà arrivé, rarement, mais que j'en fasse jusqu'à 6 dans une journée. Ça, c'est l'horreur. Ouh. Ça, c'est trop pour moi. Mais souvent, ça va être des circonstances particulières de gens, exemple, qui doivent avoir un rendez-vous le lendemain, mais là, l'animal va moins bien. Puis là, j'ai comme déjà engagé justement un peu d'émotionnel dans ce rendez-vous-là, dans le sens que, tu sais, j'ai lu le dossier comme il faut, je l'ai préparé. Fait que là, on dirait que je suis pas capable de leur dire non, il faudrait que tu ailles en clinique. Tu sais, je sens que c'est déjà mon client. Fait que Mhm. j'y trouve une place. Mais là, des fois, le hasard fait que, il y en a C'est bon. plusieurs qui vont moins bien en même temps. Fait que là, j'y rajoute, j'y rajoute. Puis là, ça, si j'en fais beaucoup comme ça dans une même journée, là, je vous dis pas dans quel état je suis à la fin de la journée. Vraiment. Je suis brûlée, brûlée, brûlée. Puis ça, des fois, je vais l'être plusieurs jours. Ça va vraiment me prendre plus de temps à m'en remettre aussi, là, parce que c'est comme un trop gros concentré. Puis aussi, ça dépend de la nature, je dirais, de ce qui se passe Mm. pendant la rencontre. Tu sais, les rencontres, c'est vraiment... moi, j'arrive là, j'ai pas de filet de sécurité, là, tu sais, je suis pas dans le confort, puis là, je le dis pas méchamment, là, mais tu sais, de travailler dans une entreprise où je sais exactement qui fait quoi, à quel moment, qui travaille avec moi, où se trouve le matériel, il y a quelqu'un pour m'aider à faire ci, ça. Là, je rentre chez les gens, puis chez les gens, je vis plein d'aventures, là. C'est sûr. Il y en a des choses drôles, des fois, qu'on rit tous ensemble, puis il y a des choses tristes, puis il y a des choses bouleversantes, puis il y a des choses choquantes. C'est vraiment... C'est toujours un sac à surprise. Je ne sais jamais dans quoi je vais atterrir. Des fois, les dynamiques familiales sont toxiques. Donc, des fois, je suis témoin de situations où là, j'ai pas aucun contrôle, mais je suis quand même pris à travers toutes ces dynamiques-là. Après ça, des fois, il y a des gens avec de la démence, il y a des personnes avec des déficiences intellectuelles, des personnes qui ont des enjeux de santé mentale sévères, des chocs post-traumatiques. Il y a des chiens d'assistance aussi. Ça, c'est quelque chose... Ça, c'est mon plus grand défi. Puis là, si vous avez à pleurer, ça risque d'être Non, là. non, non. Si j'ai à pleurer, moi aussi, ça va être là. Ça, c'est ma... J'appelle ça ma bête noire, mais je le dis pas méchamment. C'est Ouais. pour eux qu'existe mon service. C'est pour eux, principalement. Mais pour moi, c'est ce qui est le plus difficile. C'est sûr. Parce que je m'en vais pas juste euthanasier un animal. Excusez. J'ai très dit leur soutien émotionnel ou leur soutien physique, dépendant de quel type de chien d'assistance ça peut être. Puis ça c'est quelque chose que j'ai bien de la misère. Si je le sais d'avance, Ah, c'est pire, parce que là, j'anticipe. Puis si je ne le sais pas d'avance, ben là, ça va me prendre un temps fou à m'en remettre aussi. faut que tu vives l'émotion quand même, avant, pendant, après. Ouais. L'émotion est là, là. Et là, puis ça, c'est vraiment le plus difficile, mais c'est sûr que je me fais le plus grand devoir. Puis toutes les euthanasies, je me donne à 150%, mais eux, ils ont quelque chose de particulier parce que tu sais que ces gens-là, c'est cet animal-là qui a probablement assuré leur bien-être, leur survie même dans certains cas, Ah parce que oui. moi, j'avais pas réalisé, mais en étant à Québec, il y a la base militaire, Shannon, là, puis ces alentours-là, là, c'est beaucoup des militaires en choc post-traumatique avec des chiens de soutien émotionnel. Puis quand tu offres un bon service, ben, ils te réfèrent à d'autres, ce qui est parfait. Mais après ça, moi, il faut que je vive avec ça. Ouais. Ça, c'est vraiment l'aspect le plus difficile. Ouais. Vraiment. Ils m'habitent. Encore aujourd'hui, là, je pourrais vous reparler des euthanasies, même que j'ai faites en clinique, de chiens de tout type de chiens, le Mira et autres. Ça, pour moi, c'est vraiment l'aspect le plus difficile de mon travail. Mais c'est celui que je me fais un honneur de faire. Ouais. Ouais. Puis, y a-tu des moments. Je suis en train de pleurer. C'est épouvantable. J'ai pas de mon mascara. Ah, moi, j'en ai mis. Je vais avoir l'air d'un petit raton laveur. Mais bon. Tu sais, justement, parler un peu des moments qui sont plus durs, ou ce que là, mettons, vous auriez un chien d'assistance, ou ce qu'il faut gérer ça. Est-ce que vous pouvez vous permettre de prendre une journée le lendemain? Tu sais, mettons, c'est vraiment une grosse charge mentale, puis là, le lendemain, vous savez que vous avez
mettons, on est rendu jeudi, puis là, vous en avez un le vendredi matin, ou, tu sais, je sais pas, vous tombez malade, whatever, tu sais, ça doit être touché de, tu sais, de Bon, canceller, entre guillemets, tu peux pas comme t'en remettre ça, mais tu sais, mettons, je cancelle jamais mes jamais. rendez-vous. Juste vous donner un exemple, ma mère est décédée le 19 Oui. décembre, puis elle était à l'hôpital depuis, donc elle était là 3 jours, puis moi j'avais déjà des rendez-vous de cédulés. Fait que j'étais incapable de les canceller, je m'en serais trop voulu, je pouvais pas, c'est impossible pour moi. Une fois qu'ils sont dans mon agenda, je vais les faire. Il y en a un qu'à un moment donné, parce que là, on approchait de plus en plus de la fin, une personne que j'ai contactée, puis j'ai demandé est-ce que je peux juste le déplacer un peu de quelques heures parce que j'ai comme un empêchement familial, puis la personne a dit ouais, mais là, ça faisait pas trop mon affaire. J'ai dit ben là, je vais être obligée de te dire pourquoi, là. Puis là, elle a super bien compris, puis c'était correct, là. Tu sais, c'était pas un caprice de ma part Ouais. rendu là. Mais non, j'ai fait tous mes rendez-vous. C'est sûr que si moi je suis malade, c'est arrivé, j'ai eu la COVID à un moment donné, bon, quand c'était la grosse période, j'ai été obligée, là, parce que je me sentais pas du tout capable de me lever, premièrement, mais aussi d'aller faire les rendez-vous. Mais là, ça, c'est un cas de force majeure. Quand tu es vétérinaire, c'est plate à dire, là, mais en tout cas, ceux de ma génération, Mhm. je peux pas parler pour les autres parce que je pense que c'était pas sain ce qu'on faisait de toute façon, fait que je juge pas les gens qui font autrement. Mais moi, j'ai été drillée, puis j'ai été formée à aller travailler, peu importe. Mais surtout, là, c'est l'euthanasie. Là, je me verrais vraiment mal. Tu sais, comme là, cette semaine, je suis tombée en bas d'un escabeau. J'ai eu un vaccin pour le zona qui est probablement en train de virer en cellulite. Ben, je vais faire tous mes rendez-vous pareil. Là. Il n'y a personne qui va m'empêcher d'y aller. Je leur dis, là, je vais avoir l'air peut-être bizarre quand je vais me relever tantôt, mais là, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux hanches, j'ai mal partout. J'ai pris une débarque d'à peu près 3 pieds de haut, là. Quand Mais même. c'est ça. Je vais continuer pareil. Fait que non, il n'y a pas question d'annuler. C'est comme un devoir que je me donne. Ouais. Mais là, je nous vois depuis tantôt pleurer, être émotive, Ah, tu sais, puis oui. vivre ces moments-là. Puis en clinique, je me le faisais souvent dire quand les gens disaient oh, je serais pas capable de faire ton métier, je pleurerais tout le temps. Puis la réalité, c'est que on pleure tout le temps, littéralement. Puis c'est pas juste à cause des euthanasies. Tu sais, on vit des choses, tu sais, Des tu le belles sais, choses des aussi. belles choses, des choses challengeantes, des Ouais. choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, un peu comme tu nommais tantôt. Est-ce que tu penses que pour travailler dans le domaine, que ce soit vétérinaire, technicien en santé animale, animalière, refuge, peu importe dans quel endroit, on doit rester proche de ses émotions parce que j'en entends beaucoup dire moi je peux pas, faut vraiment que je me détache parce que sinon je serais pas capable. Puis à l'inverse, dans mon parcours, moi j'ai vécu d'une autre façon. Plus j'avançais dans ma pratique, plus je devenais émotive, ayant moi-même vécu la perte de mes 2 chiens. Puis je devenais de plus en plus émotive et là j'avais l'impression personnellement que je ressentais plus justement le senti des gens parce que j'étais plus détachée. Fait que est-ce que tu as l'impression qu'il faut rester détaché pour se préserver mentalement ou de la façon dont toi-même tu le vis, tu as l'impression que vraiment d'être plus attaché à tes émotions, de les respecter puis de les vivre, tu sens mieux avec ça, dans le fond? Mm. C'est une super bonne question. Le sujet des émotions, c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé. Puis je trouve qu'il est tellement important. Puis j'espère que les étudiants en médecine vétérinaire et en technique de santé animale sont formés maintenant mieux, là, que des... Peut-être pas un cours là-dessus, mais que les vétérinaires qui leur enseignent prennent le temps au moins de parler de ça, de leur vécu. Moi, je sais que quand j'étais dans la pratique générale, particulièrement quand j'étais au centre d'urgence, je pratiquais beaucoup ce qu'on appelle la dissociation. Ouais. C'est quelque chose que notre cerveau fait pour se protéger. Puis, c'est facile de glisser en dissociation parce que je pense qu'on le pratique tous les jours. Quand on est vétérinaire, tu sais, tu as un animal en détresse, un client à côté de toi en détresse qui te crie dans les oreilles, sauvez-le, sauvez-le. Puis toi qui dois réfléchir, donner des consignes, penser à qu'est-ce qu'il doit faire. Tu n'as pas le choix de te dissocier à un moment donné parce que si tu es dans cette émotion-là, tu peux pas faire ton travail. Fait qu'on apprend à dissocier, puis je trouve que des fois, après ça, c'est tellement facile de glisser là-dedans qu'on y va même quand on n'a pas besoin, je pense. Mais ça, c'est ma vision, c'est ma façon de voir. Ouais. Fait que moi, quand j'étais en pratique générale, je trouve que je me dissociais souvent pour rester fonctionnelle, mais je pense que c'était à mon détriment. Ouais. Je pense que c'est des stratégies qui, sur le moment, fonctionnent bien, mais je pense que de le faire trop souvent, c'est nocif pour nous, surtout quand ça se met à se faire comme un peu un automatisme.
Quand j'ai commencé mon vet à la maison, il a fallu là aussi que je me dise comment je vais vivre ça, ces Ouais. grosses émotions-là. Tu sais, je veux pas non plus les prendre sur mes épaules, c'est pas les miennes, mais en même temps, je peux pas nier que j'ai mes propres émotions, puis j'ai décidé qu'au contraire, j'allais plonger dedans. Puis c'est sûr que là, je suis dans l'intimité des gens, c'est plus facile, là. Un contexte de clinique, je comprends que ça peut être différent, mais moi, j'ai décidé, non, si j'ai une émotion, je vais la vivre. Ce que je me donne pas le droit, cependant, c'est de perdre le contrôle, de pas être capable de faire mon travail, tu sais, qui est d'exécuter, mettons, la technique en soi. Ça, on dirait que je tombe dans ma bulle de toute façon, puis je suis capable, peu importe ce qui arrive autour de moi, de le faire. Mais je me laisse aller dans ce que j'ai à vivre. Puis des fois, je pleure avec les gens, puis des fois pas. Puis c'est pas parce que ça me touche pas, Ben là. non. C'est au contraire, là, souvent, je suis très touchée par ce que j'observe, mais je vais pas toujours aller jusqu'à pleurer avec eux. Mais si je pleure, ben c'est un pleur sincère qui va sortir, puis c'est tout. Puis ça me permet, je pense, de pouvoir justement passer à autre chose sans accumuler constamment cette peine-là, là. Fait que je me valide moi-même dans mes Ouais. émotions. Tu sais, je m'auto-valide et je valide les gens aussi qui en ont. Là, c'est normal, c'est humain. Puis je pense que c'est une mauvaise chose, puis c'est mon avis, qu'on nous enseigne à les cacher. Je pense que c'est pas... la société a peur des émotions, puis là, on a peur que quelqu'un qui a des émotions est moins professionnel, alors que moi, c'est pas ma vision. Moi, je pense qu'on peut être à la fois professionnel et avoir des émotions, mais il faut juste pas que ça soit nuisible, Mhm. parce que ça, c'est là que, évidemment, ça fonctionne pas. Quand j'ai euthanasié ma chatte Juliette, Oui. ma pauvre petite Juliette qui était rendue Mhm. très vieille, j'ai eu plusieurs mois où je pleurais ma chatte. Ouais. Tu sais, je voyais les gens, je vais encore pleurer. Oh non, là, Je voyais les gens pleurer leur animal, puis je pleurais avec eux, mais je pleurais pas pour leur animal, je pleurais parce que je revivais à chaque fois le deuil. Ça, j'ai trouvé ça difficile un peu, mais en même temps, je me suis donné le droit de le faire. Je veux dire, c'est sûr que là, je suis un peu privilégiée, je suis dans un environnement où pleurer est bien vu, là, tu sais. Wow! Mais il reste que je me le donnais le droit. Je me disais, ben, t'as de la peine, mais pleure, tu sais, c'est Dis-le. correct. L'autre chose que j'ai bien de la misère encore aujourd'hui, là, qu'il faut que je me retienne, c'est quand je vois des gestes de réconfort d'un parent envers son enfant Oh oui. ou l'inverse. L'inverse? Oh L'inverse, oui. c'est pire. Oh oui. L'ado, là, l'ado boutonneux qui n'a pas Oui. parlé de toute la Dans le rencontre, coin. puis là, qui se lève puis qui prend sa mère dans ses bras, moi, c'est foutu, là. C'est Ah. sûr que je broye ma vie, là, tu sais. Je trouve ça beau, je trouve ça magnifique. J'ai le goût de les prendre aussi dans mes bras puis de dire, yeah, tu sais, là, c'est ça la vie. Mais c'est ça qui me réconcilie avec l'humain aussi, parce que je me dis, OK, le petit ado boutonneux dans le coin, on se méfiait pas, là, mais il y avait un être sensible caché en arrière de Avec ça. ton petit pitou. Oui, c'est ça. Fait que je trouve ça chouette, tu sais, je trouve que je vois des belles choses, mais je vois aussi des choses horribles, malheureusement, de parents qui savent pas bien se gérer, donc d'enfants qui sont complètement laissés à eux-mêmes avec leur peine. J'ai des histoires d'horreur que je pourrais raconter, là. Ouais. Des fois, je vois aussi des gens, c'est ça, qui savent pas s'y prendre avec leurs enfants. Ça m'affecte beaucoup. Une fois, j'avais une maman, là, ses enfants étaient, je dirais, sous le choc, qui avaient l'air vraiment pas bien. Il avait l'air de chevreuil effarouché devant les Ah. phares d'un auto, là, tu sais, là, tellement il était pas bien. Puis, je disais à la dame, je m'en occupe, tu sais, tu peux aller t'occuper de tes enfants, là. Il était pas vieux, là, genre 7 8 ans, là, tu sais, là. Elle était là, non, non. Mais là, je suis comme, mais non, C'est mais une invitation. vas-y, vas-y. parce que si tu le fais pas, je vais le faire, moi, là. Ouais. Puis j'étais comme, mais c'est quoi ta boîte à outils parentale, toi, là? C'est quoi ça, là? Mais c'est rare, là. Là, on parle d'une exception. Mais ça marche Mais quand je même. le vois, moi, ouais, c'est ça, ça vient me chercher, là. Puis en plus, cette dame-là, quand je suis retournée chez nous, je continuais d'y penser, puis ça m'avait vraiment marqué. Il y avait eu plusieurs d'autres affaires. Je vous donne juste l'exemple, le petit exemple que j'ai donné. Mais elle m'avait envoyé une photo après ça de sa fille assise dans une chaise berçante avec son animal mort parce qu'elle avait gardé la dépouille. Sa fille avait pas l'air très bien d'être en train de bercer un chien mort. Ouais. Puis là, j'étais comme, pourquoi tu m'envoies ça pour me traumatiser encore plus? Le tu sais? besoin de qui?
elle, je sais pas, regardez ça, puis ça évoquait quelque chose de très différent de moi, là. C'est pas, j'essaie de pas juger les gens, là, mais ça venait heurter mes valeurs Exact. de mère, là, tu sais, c'était comme mes valeurs, puis je me disais, oh Seigneur, ces affaires, aidez-les quelqu'un, Oui. tu sais. C'est ça, c'est pas facile. On parle d'euthanasie, on va aller dans le vif du sujet. Tantôt, tu as parlé qu'il y a une certaine sélection là, des clients que tu fais, veux pas, parce que si t'es pas d'accord, ça va pas avec tes valeurs et tout. Euthanasie comportementale, parlons-en. Est-ce que c'est un service que tu offres? Comment ça se passe? C'est quoi tes expériences avec ça? Parce que c'est... Attention, je veux pas dire que c'est de plus en plus normalisé, mais ça fait partie des euthanasies qui doivent être faites, malheureusement. Donc, est-ce que c'est un service que tu offres aussi à domicile? Oui. Ben, il faut commencer par dire les choses comme elles sont. L'euthanasie comportementale, c'est un gros tabou. Hein? C'est quelque chose qui est inconfortable à discuter parce que les avis sont très partagés. Je pense qu'il y a une grande méconnaissance aussi de... Souvent, les gens, quand ils jugent ça, je pense qu'ils comprennent pas vraiment... ils confondent peut-être une euthanasie sans raison valable avec une euthanasie comportementale qui est une réalité aussi. Il y a des animaux qui ont des enjeux psychiatriques, psychologiques, psychiatriques, au même titre que les humains, au même titre que d'autres espèces animales, et des humains qui travaillent très, très, très fort pour essayer de ramener ça dans la normalité, que le niveau de dangerosité soit acceptable et tout ça. Puis des fois, ben malheureusement, malgré tout le bon travail de ces humains-là et des spécialistes qui les accompagnent, il y a des situations où l'euthanasie est une solution valable. Les gens qui me contactent, c'est sûr que j'ai comme une façon un peu de les sélectionner. Je connais assez les humains pour connaître leur comportement. Donc, dans mon questionnaire, j'ai laissé un espace qui est commentaire 2 points. Et là-dedans, les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça souvent que je vais détecter si quelqu'un cherche à avoir une euthanasie qui est valable ou pas. Parce que la personne qui a fait énormément de choses pour son animal, puis qui a vraiment passé toutes les étapes, elle va pas être gênée de me l'écrire. Je vais avoir littéralement un roman, puis ça me dérange pas, je le veux le roman, je veux comprendre. Souvent, ils sont déchirés aussi. C'est pas des gens là, qui me contactent. Cool. Je sais que ça doit te rappeler des douloureux souvenirs aussi. Là. Je suis désolée. Donc, c'est ça, c'est déchirant. Puis ils me l'écrivent. Moi, je le sais, ça, c'est typique d'un comportement d'une personne qui a vraiment tout fait. La personne qui m'écrit, mettons, le nom de son animal, son âge, puis qui écrit rien à commentaire, là, qui me donne le minimum 3 ans, puis, tu sais... Elle, c'est elle que je vais investiguer. Peut-être qu'elle était juste comme pas prête à m'écrire tout, puis que c'est vrai, c'est valable et tout ça, mais des fois, c'est parce que ça cache quelque chose aussi. Fait que je te dirais que les euthanasies comportementales que moi j'ai, là, celles que j'ai effectuées étaient toutes très valables. Je pouvais moi-même le constater aussi. C'est des gros défis là, pour les vétérinaires. Là. On met littéralement notre vie en danger. Là, parce que c'est habituellement pas des petits chiens de 5 livres là, qui donnent des gros défis. Ça va être les mastodontes. On va résumer ça ici, là, des gros chiens. Puis je vous dirais, tristement, c'est aussi ce qui rend encore une fois mon service très nécessaire. Ces animaux-là qu'on en vient à avoir tout essayé puis qui doivent être euthanasiés, méritent de la dignité. Méritent qu'on prenne en charge leur stress, leur anxiété, au même titre que n'importe quel animal. Eux, là, ils n'ont pas une patte cassée, ils ont l'âme brisée. Bon, c'est peut-être un peu gros ce que je dis là, mais ils n'ont pas voulu être comme ça. Ils n'ont pas voulu. Ils sont nés probablement avec 2 prises au bâton. Ils ont grandi dans un milieu qui n'a pas été adéquat. Bref, il y a des blessures multiples, il y a de la génétique, il y a plein de choses. Donc, ils méritent de partir dignement autant que les autres. Puis c'est malheureusement pas en clinique vétérinaire qu'on va y arriver. Puis là, c'est pas une critique envers les cliniques vétérinaires, jamais. Ce qui est fait dans les cliniques, là, chapeau, vous êtes tous extraordinaires. Sauf qu'un chien qui vit une anxiété sévère, qui rentre dans une clinique vétérinaire puis qui est de gros format, là, met les gens en danger aussi. Là. Ça met tout le monde en danger, mais c'est aussi qu'il ne pourra pas partir dans la dignité. Ou très difficilement.
ça pourrait arriver là, que ça marche, mais ça va être difficile. Fait que ce chien-là, il mérite de rester dans le seul environnement qui peut-être lui est rassurant, peut-être même pas aussi, parce que des fois, ils ont des grosses pathologies. Euh, Puis moi, j'ai mis en place un protocole. OK. Ce chien-là, je vais tout faire pour qu'il parte le mieux possible. Pour lui, mais surtout pour sa famille, que ça fait des années souvent qu'ils essaient de le sauver, qui ont changé leur vie d'un bout à l'autre pour essayer que ça marche, puis ça marche toujours pas. Fait que moi, là, je veux que ces gens-là soient soulagés de voir que j'accorde autant d'importance qu'eux. Puis je veux aussi que leur souvenir de ce moment-là soit pas un traumatisme supplémentaire. C'est déjà traumatisant de devoir euthanasier son animal quand on avait de l'espoir, tu sais, que ça puisse fonctionner. Puis tout le tabou aussi de les gens qui vont passer des commentaires de genre « Oui, mais il y a juste 3 ans. Oui, mais tu sais, il est en bonne santé. Oui, mais tu sais, il y a un enjeu de santé mentale On la voit grave. pas, cette C'est maladie-là. invisible, mais réel aussi. Puis c'est beaucoup plus difficile qu'une maladie physique, là, tu sais, c'est plus complexe souvent. Fait que moi, je fais tout. Puis une fois, j'ai eu une euthanasie qui m'a démontré à quel point je pouvais vraiment avoir, moi et tous ceux qui font de l'euthanasie à domicile, un impact dans la vie de ces gens-là. La dame, je me souviens très bien, elle m'avait dit, elle travaillait, je pense qu'elle était gardienne de prison. Fait que tu sais, quand même quelqu'un, tu sais, qui est pas, qui s'en laisse pas imposer, si je peux dire. Et elle m'avait écrit justement m'expliquer tout ça. Puis on s'est tous préparé notre plan. Et elle m'avait dit, écoute, je ne vis plus, je travaille et je rentre chez moi. Ma plus grande peur, c'est qu'à un moment donné, il y a une faille dans mon système et que mon chien s'attaque à quelqu'un. Parce qu'elle dit, n'importe qui va ouvrir la porte chez moi, va rentrer, puis c'est foutu. Là. Tu sais, c'était à ce point-là. Ça arrive des erreurs, on est humain. Oui, Puis de c'est vivre ça. avec ça sur les épaules, Oui. là. Puis son chien, elle avait tout fait, évidemment, clôturer sa cour, étanche, parce qu'elle avait la peur, la phobie. Bref, elle vivait dans une peur constante. Puis elle l'aimait, son chien. Ben oui. Il était correct avec elle, mais elle savait ce dont il était capable. Elle vivait les stores fermés pour pas qu'il voit dehors. Elle avait tout fait ce qu'elle pouvait. Elle avait eu un suivi vétérinaire. Il y avait eu des médications tentées. Il y avait eu de la thérapie tentée. Il y avait eu plein de choses. Rien ne fonctionnait. Fait que là, on lui a fait un beau petit cocktail. Elle lui a donné une médication oralement avant mon arrivée. Quand je suis arrivée, je lui ai glissé par la porte une assiette qui avait du beurre d'arachide avec un médicament oral en gel qu'elle devait lui donner. Une fois qu'elle lui a donné ça, moi, je suis restée dans mon auto. Je n'avais pas encore mis un pied dans la maison. Je suis restée dans l'auto. On était en contact par téléphone. Je suis rentrée dans la maison au moment où le chien muselé était assez tranquille pour ne pas se rendre compte de mon arrivée. Puis j'avais fait mettre une grosse couverture épaisse sur sa tête. Je suis rentrée dans la salle de bain. Il ne m'a jamais vue. J'ai préparé mon matériel. Et quand c'était le temps de l'injecter, je me suis déplacée à 4 pattes pour être sûre de ne pas faire de bruit. Wow. Je me suis approchée furtivement. Une Le chien mission. avait... Oui. Le chien avait sa muselière, la dame tenait son collier, il y avait la grosse couverture, c'est la couverture de déménagement là, qui assourdit. Ouais. Et je l'ai piqué sans même qu'il s'en rende compte. Pour sa sédation. Pour sa sédation. Et je suis retournée m'isoler dans la salle de bain en regardant de temps en temps qu'est-ce qui se passait. Et quand je me suis approchée pour donner l'injection terminale, ce chien-là n'a jamais eu connaissance de ce qui est arrivé. Finalement, cette euthanasie-là, là, pour ce chien-là, c'était le meilleur scénario possible pour sa fin de vie. Puis la dame, ce qu'elle m'a confié après, c'est à quel point elle était soulagée. Bon, soulagée de ne plus avoir ce chien qui était malheureux, là, comme ça se pouvait pas dans sa maladie mentale, mais aussi soulagée que son souvenir allait pas être un chien qui se débat puis qui manifeste son inconfort. Fait que moi, ben, ça, j'étais tellement fière d'avoir pu lui offrir ça. Puis là, je suis pas fière dans le sens, je sais que c'est de l'euthanasie, puis des fois, ces mots-là peuvent résonner bizarrement, mais c'est là que je voyais la valeur de mon service. J'avais pu offrir une fin de vie impeccable à un chien qui n'avait pas eu de chance, qui avait pogné le mauvais numéro à la loto de la maladie mentale. Parce qu'il y avait eu de la chance, avec une cliente comme ça. Il y avait le milieu parfait pour
peut-être tu sais, s'améliorer, ouais. mais les gains n'ont jamais été assez significatifs pour qu'ils puissent être fonctionnels. Puis le poids de l'humain. Tu sais, le Ouais. poids de l'humain en arrière de ça, l'espèce de, tu sais, comme tu disais, de vivre là-dessus, toujours sur les dents, de pas Ouais. savoir qu'est-ce qui va se passer, comment il va réagir. C'est dangereux, un Ouais. chien, là. Tu sais, on dirait que on s'imagine que ça va être quand même facile, mais c'est que le poids de ça, puis de se dire, je ferme la porte de la clôture, es-tu bien fermée, es-tu fermée à clé? Là, Ouais. s'il arrive quelque chose, si mon chien, parce que c'est un vivant, creuse, si Ouais. On est en état d'hypervigilance constamment, constante quand on a un chien avec ce genre de défi-là. Puis encore là, on va être très tolérant quand ça va être un plus petit chien parce qu'on se dit, bon, ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est correct, là, mais non. on voit moins la dangerosité. Fait qu'on tolère plus, mais il ne faut pas oublier que ce chien-là, il n'est pas bien, hein? Il faut quand même consulter. Ouais. Mais un chien de petite race, tu sais, qui a des mauvais comportements, on va le tolérer, mais un chien de grande race, quand que ça comporte un danger pour l'humain, Ça fait ben, plus à un moment peur. donné, il faut être responsable, mais c'est sûr qu'il faut commencer par s'informer aussi, là, parce qu'on a quand même Dr Bazin ici à Québec Oui, qui fait du comportement. On a d'excellentes personnes qui font du comportement dans la région de Québec. Faut aller vers les ressources, mais c'est sûr que quand il y a un niveau de dangerosité élevé, c'est pas juste la personne qui nous vend la bouffe à l'animalerie non. qui peut nous donner des conseils. Puis j'ai rien contre ça, là, mais pas pour ce genre de conseils-là, ça c'est sûr. Ouais. Parce qu'à un moment donné, là, il y a une notion de responsabilité aussi. Exact. Puis, tu sais, je Mm. dis pas que c'est une solution, l'euthanasie Non, comportementale, que, tu sais, on a un chien qui a des problèmes de comportement, je pense vraiment pas qu'il faut commencer non, à penser à quoi que ce soit, faut mais faire ses devoirs. exact, Ouais, en tant que propriétaire responsable ouais, d'un animal comme ça, puis quand on prend la décision de garder sous son aile un animal comme ça vient avec d'énormes responsabilités, ouais. mais je pense que pas de normaliser, mais de D'en parler, parler, puis de de juste dire que en c'est parler. là. Ouais, Exact, ça parce que existe. de vivre avec ce poids-là, tu sais, d'être montré du doigt, de « Ah, mais elle a fait euthanasier son chien parce que… » Oui, mais tu sais, là, il y a des cas que c'est terrible. Puis pour se rendre à prendre cette décision-là, souvent, ça prend un événement. Et cet Mhm. événement-là, ben c'est plate, mais l'humain va devoir vivre avec ça toute sa vie, tu sais. Oui, je comprends. Fait Ouais. c'est le fun qu'on en parle parce que même si c'est difficile, puis des chiens de 3 ans, on devrait jamais euthanasier ça. Tu sais, même pour la maladie, on veut pas qu'un chien de 3 Non. ans soit malade, mais de prendre cette décision-là, puis de vivre avec ça pour toujours, Mm. c'est tough, tu sais. Ouais, Fait ouais. que de savoir que des services comme ça existent avec une technique de ninja en arrière et d'arrason, puis Ah rentre ouais. là. Peut-être pas là avec ton genou, Ouais. Mais- Peut-être pas cette semaine. mais honnêtement, c'est génial. Puis je pense que c'est important que les gens sachent que même Oui. pour ces chiens-là, tu sais, qui ont été exclus un peu toute leur vie, tu sais, parce que là, peut pas aller en liberté, Ouais. peut pas faire ça, peut pas aller faire des sports canins, peut pas vivre normalement, ben au moins il peut avoir la fin de vie, tu sais, qu'il mérite, Ouais. puis Ah ouais. aimer comme il est, là, tu sais. Mm, mm, mm. Natacha, s'il y avait un message que tu voudrais transmettre aux gens qui pensent peut-être faire appel à tes services, qui se disent est-ce que c'est pour moi l'euthanasie à domicile? Est-ce que c'est un service que je pourrais m'offrir? Comment aborderais-tu ça? Puis sans faire un pitch de vente, qu'est-ce qui fait en sorte que ça fait une différence avec un service en clinique vétérinaire? Puis encore une fois, là, le but n'est pas de dénigrer les cliniques vétérinaires, là, c'est essentiel. Mais à quel point est-ce que tu crois que ces personnes-là, tu sais, seraient peut-être mieux d'aller vers un service à domicile? Dans quelles circonstances, du moins? Ben, c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse, mais en même temps, je suis très consciente que c'est pas pour tout le monde. J'ai créé un document justement pour aider les gens à voir c'est quoi les points sur lesquels on doit se questionner, à savoir est-ce que je serais mieux en clinique, est-ce que je serais plus à l'aise ou est-ce qu'un service à domicile, ça me convient mieux. Et ça, je l'ai mis en ligne dans un site web qui vient juste d'apparaître Oui. le 30 avril. Il est né, Oh. lui aussi. Une plateforme éducative sur le sujet de la fin de vie. Je veux aider les gens à s'outiller pour que leur vieil animal ait une meilleure qualité de vie. Parce que des fois, ces gens-là ne savent pas ce qui existe déjà ou les trucs. Fait que je veux ramasser tout ça au même endroit. Et il y a une section aussi sur comment prendre la décision. Est-ce qu'on est rendu là? Puis est-ce que l'euthanasie à domicile, c'est pour moi ou pas? Qu'est-ce que je fais de la dépouille aussi? Tu sais, Oui. tout l'aspect crémation, est-ce que je peux l'enterrer? Il y a un aspect légal à ça. J'essaye de tout centraliser l'information, puis il y a déjà un répertoire des vétérinaires qui offrent le service à domicile par région. Fait que moi, on me contacte souvent, « Ah, y a-t-il un vétérinaire dans tel coin?
à un moment donné, ça me fait plaisir de répondre aux questions, mais en même temps, je me dis, c'est parce qu'il y a un besoin, si Ouais. les gens me contactent. Fait que je suis partie, en fait, de toutes mes observations, de ce qui manquait ou qui existait déjà, mais qui était un peu éparpillé. Puis j'ai essayé de centraliser ça. Fait que si les gens veulent aller voir la plateforme, le contenu qui est là actuellement est tout gratuit. C'est www.monaminala.ca. Puis pourquoi ça s'appelle NALA? Puis pourquoi je l'ai appelé mon ami Nala? C'est que je voulais amener une petite touche un peu, tu sais, je voulais pas que ça soit impersonnel. Puis Nala, ben, j'ai décidé que c'était le nom qui allait incarner tous les magnifiques chats et chiens qui ont croisé ma route. Tous ceux-là que j'ai eu le privilège de rencontrer pour une dernière fois avant qu'ils nous quittent, ben, c'est un peu comme leur rendre un hommage. Fait que pour tous les Nala, j'ai pris un nom comme ça, là, puis c'est pour tous les Nala et tous les humains qui s'occupent de ces animaux-là. Donc, vous allez déjà la visiter. C'est quelque chose qui va évoluer. Éventuellement, il va y avoir plein d'autres choses qui vont se greffer. Ça, ce n'est qu'un début. Puis pour le service à domicile, plus spécifiquement, donc pour mon service à domicile dans la région de Québec, le site internet, c'est www.monvetalamaison.ca. Et là, encore là, toutes les informations, mais vraiment plus spécifiques à quel est mon territoire, quel est mon horaire, ces choses-là. Comment entrer en contact avec moi, c'est tout sur ce site web-là. Mais on va les mettre dans Dans la les liens. biographie, Oui, le parfait. lien là, pour que les gens puissent avoir accès facilement. Super. Là. Puis justement, la plateforme est magnifique, soit dit en passant. J'ai fait un coup Merci. d'œil hier. Il y a beaucoup de ressources aussi pour aider les gens à passer au travers. Tu sais, Oui. les livres que Oui. j'ai vus, même pour les enfants. Oui. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande vraiment à tout le monde. Les familles qui ont des enfants qui ne savent pas comment aborder le deuil de peut-être l'animal qui a été là depuis le jour 1 avec eux, tu sais, de vivre cette perte-là. Donc, c'est magnifique. Et là, tantôt, juste une petite question parce qu'on a posé des questions aux gens et tu as parlé de ton cas. Et là, je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie, mais des chiens d'assistance. Oui. Est-ce qu'il y a des ressources particulières pour ces gens-là ou est-ce que tu sais, il y a des livres, bon, pour les enfants, pour vivre le deuil, mais est-ce qu'il y a des choses spécifiques pour les chiens d'assistance ou c'est vraiment plus de continuer la prise en charge avec leur professionnel en préparant ça peut-être? Oui, c'est certain que si on prend un chien de soutien émotionnel, pour ceux qui ne connaissent pas ça, si jamais il y en a qui ne connaissent pas ça, c'est un animal qui souvent va être assigné à une personne qui a des enjeux de santé mentale, souvent des traumas, des post-traumatiques, pas seulement ça cependant, mais c'en est un bel exemple, les gens de l'armée. Donc, on comprend que c'est comme un peu comme un médicament qui leur est prescrit ou une thérapie en continu qu'ils vivent. Fait que quand ils perdent ça dans leur vie, puis on connaît déjà l'attachement qu'on peut avoir à notre animal, imaginez en plus si c'est une ressource puis qu'on la perd, c'est gros dans leur vie. Fait que c'est des professionnels de la santé mentale. Souvent, c'est des gens qui sont déjà accompagnés. Fait que moi, ce que je leur conseillerais aux gens qui pensent qu'ils vont vivre un deuil difficile, c'est d'être proactif. C'est d'aller chercher l'aide avant même que ça se produise. Si on en est capable, parce que des fois, la vie, elle décide autrement, des fois, les choses se font vite, mais si on anticipe que ça va être difficile, puis on va vers les ressources. J'en ai mis justement sur la plateforme la plateforme Mon Ami Nala, puis je vais continuer de renchérir parce qu'il y a des gens sûrement qui vont m'en fournir d'autres. Là, j'ai mis ce que j'avais, puis après ça, ben, ça va grandir et grossir, fait que mais j'ai pas des ressources spécifiques aux gens, mettons, qui ont des chiens d'assistance. Parfait. Cependant, peut-être que ça existe, puis j'ai pas encore mis la main là-dessus. Fait que si jamais il y a des gens dans votre auditoire, ils peuvent entrer en contact avec moi. Moi-même, ça pique ma curiosité, je vais faire une recherche. C'est comme ça que je fonctionne, en fait. Il arrive une situation, je pense à quelque chose, puis je me dis, si j'y ai pensé, quelqu'un d'autre y a pensé. Fait que là, je vais faire des recherches, puis si j'en trouve, je vais les mettre sur la plateforme. Parce que peut-être qu'effectivement, il existe des choses plus spécifiques pour ces gens-là. Je pense pas qu'il en existe pour les vétérinaires qui font l'euthanasie de ces animaux-là. Mais bref, ça serait bien. Mais en même temps, bon, je pense pas qu'il y ait de miracle à attendre. Là. C'est difficile, puis ça fait partie du métier. Mais
Puis je sais dans les questions, ben dans ce qu'on vient de parler, là, on a effleuré justement un peu que, dans le fond, les personnes souvent avec la dépouille. Oui. Mais ça, c'est au choix, ça, dans le fond, c'est-tu, mettons, vous pouvez repartir ou la personne, elle peut décider de le garder? Tu sais, comment ça marche un peu de ce En côté-là? fait, moi, les gens, si ils veulent pas garder la dépouille, moi, je repars avec. Et là, il y a actuellement, via mon entreprise, trois services possibles. La crémation commune, où là, ils vont pas avoir les cendres, l'animal va être incinéré, mais pas de retour de sang. Après ça, la crémation individuelle, où là, la dépouille va être incinérée seule et ses cendres vont être retournées dans une boîte décorative ou une urne si c'est ce qu'ils veulent. La troisième option, c'est d'aller assister à la crémation. Donc là aussi, je repars avec la dépouille, on l'entrepose et les gens prennent rendez-vous avec le crématorium. Moi, je fais affaire avec Incimal, mais il y a d'autres crématoriums. Là aussi, sur la plateforme Mon Ami Nala, je les ai répertoriés. OK. Pour l'instant, c'est les trois services, disons, qui sont offerts par mon entreprise. Éventuellement, il y aura sûrement autre chose, mais pour tout de suite, c'est que ça. Puis si les gens gardent la dépouille, je les préviens d'avance que d'enterrer sur leur terrain a peu de chances d'être légal. Ouais. En fait, j'ai mis justement toute l'information légale. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut enterrer une dépouille. Puis il ne faut pas oublier que cette dépouille-là, elle est chargée de médicaments toxiques. Là. Ouais. Je veux dire, j'ai euthanasié l'animal, il y a Exact. nécessairement des médicaments. Fait que si on enterre ça, n'importe comment, ça peut avoir des conséquences. L'animal pourrait, par exemple, être déterré par un animal sauvage, mangé, puis là, l'animal sauvage peut en mourir. Ça peut contaminer une nappe phréatique. Il y a des conséquences. Il y a aussi le fait que si on enterre sur notre terrain, il faut le déclarer quand on vend notre La maison. vente de la maison, oui. Parce que sinon, ça pourrait être vu comme un vice caché. Tous On les a caché animaux. quelque chose. Oh là! Ma mère a dit, wop, hop, hop. Hey, moi, j'ai enterré mes 2 rats, là, dans cette Je maison. peux te là. confirmer qu'à Shawinigan Sud, sur le site de la Ouais. Première, il y a des hamsters en masse. Mais, La peur, là, je suis. mais tu sais, honnêtement, un petit... Faut pas poursuivre, on n'en parlera pas, là. Non, c'est ça. Je vais le dire à tout le Québec. Je pense qu'il y a des petites espèces comme ça, probablement qui ont une décomposition complète. Là, OK. qui Et se on fait enterré assez dans une vite. petite boîte de macaroni. Mais mettons, là, je vais prendre un exemple, un grand Danois ou un Irish Wolfhound qui a des os, tu sais, énormes. La décomposition risque de ne pas être complète. Fait que si ils font un terrassement puis qu'ils découvrent le grand Danois, hein, Oh, j'exagère, mais tu sais, Saint-Bernard. enterré dans la cour, les gens pourraient poursuivre. Ouais. Fait que tu veux pas ça, fait qu'il faut que tu le déclares. Ou tu déterres puis tu repars avec le squelette de ton animal. La housse ou tabac permet de plus facilement localiser Oui. où la dépouille se trouve et elle ralentit aussi ben, pas la décomposition, mais tu sais, les produits chimiques vont entrer dans la terre plus lentement. Fait que, tu sais, la terre va pouvoir plus comme le gérer, l'absorber. Mais ceci dit, c'est pas que j'encourage les gens à enterrer. Et il y a ça à savoir, mais pour plus d'informations, il faut vraiment aller sur mon ami Nala. J'ai mis tout ce qu'il faut, puis il y a une façon d'enterrer aussi. OK. Encore là, j'encourage personne à le faire, mais il y a des gens qui décident de le faire. Moi, mon formulaire qui signe lorsque je fais l'euthanasie dit qu'ils sont au courant puis qu'ils prennent la responsabilité. Parce que là, à un moment donné, Et s'ils ça en font fait des ça- terrassements que tu vas te faire. ben là, c'est pas, c'est pas moi qui décide là, de ce qu'ils vont faire. Ouais. Puis en même temps, je peux pas jouer à la police parce qu'il y en a qui me disent je la garde parce que je vais aller moi-même porter au crématorium. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui veulent le faire eux-mêmes. Puis c'est correct. Moi, c'est bien parfait, mais si après ça, c'est pas vrai, puis qu'ils enterrent dans leur cour, là, moi, un moment donné, fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que la dépouille, il y a plein d'options. Il y a même l'aquamation maintenant, qui est plus comme une dissolution au lieu de brûler. C'est beaucoup plus écologique. Ça commence là, à être offert là, de plus en plus. C'est un peu plus cher, mais vu la partie écologique, il y a des gens que ça intéresse. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, je veux pas que ça ait de l'air trash comme question, là, mais toi, mettons, tu fais ton travail, puis après, tu repars, dans le fond, avec l'animal dans la poche, mais tu mets ça dans ton auto, t'as-tu comme un congélateur géant chez vous? De façon Porter, pratico-pratique, j'utilise seulement les housses à bague.
Pour moi, c'est important d'encourager les entreprises du Québec, Oui. qui sont nées au Québec, là, et puis juste au Québec, là, cette housse-là est vendue un peu partout dans le monde, mais il reste que c'est une vétérinaire entrepreneur du Québec qui l'a créée. C'est une housse comme C'est une housse, comparée aux autres, mettons. ben, j'ai pas vu les autres, mais c'est une housse qui est qui a une présentation digne OK. et qui est étanche. Donc, tu sais, s'il y a des fluides corporels, ça va pas aller dans mon auto. Puis elle est faite d'une façon que ça facilite le transport aussi. Quand c'est OK. des animaux lourds, il faut penser au transport. Une Saint-Bernard, Donc, ouais, qui doit c'est être lourd à ça. traîner. Fait que c'est une housse qui est très, très bien pensée, là, puis qui n'est pas biodégradable, mais qui est fait de matériaux recyclés. Puis pourquoi elle n'est pas biodégradable? Ce qu'on m'a dit, c'est que justement, ils veulent pouvoir, ça permet de retrouver le squelette si on veut l'amener à une autre maison. OK. Tu sais, si on déménage, puis on veut faire suivre la dépôt. Il y a quand même une décomposition du corps à l'intérieur, Ouais. parce que les insectes arrivent quand même à rentrer à l'intérieur, mais on retrouve trace du sac quand on cherche. Peut-être pas dans 1000 ans, là, Ouais. mais dans Ils une seront période plus de là temps. pour le On se transférer. Fait que moi, dans le fond, une fois que j'ai terminé l'euthanasie, je laisse les gens se recueillir le temps qu'ils ont besoin, la façon qu'ils veulent. Des fois, ils ont des rituels, ils prennent des photos. Bref, il y a plein de façons de vivre ça. Moi, je prends un retrait pour leur laisser leur espace. Et quand ils me font signe qu'ils sont prêts, là, je vais avec la housse mettre la dépouille dedans. Quand c'est des très gros chiens, je demande de l'aide d'une Ouais. personne. Ils sont avisés d'avance. Hein. Il n'y a Parfait. pas de surprise. Là. S'ils ne sont pas prêts à m'aider, ils savent puis ils vont en clinique parce que moi, j'ai besoin d'aide si Ben oui. pèse 150 livres. Là. J'ai une façon de glisser la dépouille dans la housse qui soit très respectueuse, qu'on ne force pas non plus. Après ça, elle se referme et là, on transporte jusqu'à mon auto. Puis mon auto, je l'ai acheté en fonction de mon service. Donc, c'est un Outback. Fait que c'est comme une grande plateforme à l'arrière où je peux mettre aussi sur le banc en avant. Quand c'est des petits chiens, là, des fois, je portais à plus les mettre en avant à côté de moi, dans le coussin à baby. Oh! On va le faire partager, là. Hein, On ne pour dira pas. Non, tu sais pas, là. Fait que, ben, évidemment, elle n'est pas dans son coussin. Puis moi, j'ai une entente avec l'hôpital vétérinaire de Charlebourg, qui est une entreprise distincte de la mienne, mais on a un très bon partenariat où j'ai accès à leurs installations et je vais déposer les dépouilles là. OK. Puis, Esmal fonctionne avec un système où on imprime un document qui est un code barre. Fait que c'est très facile. Ils ne vont pas se mélanger entre les Ok, dépouilles ouais. parce qu'elles sont très bien identifiées. Mhm. Puis... Fait que c'est pas dans ouais. ton frigo chez vous. Là. Non, c'est pas une chez chance. moi. Non. Non. Je suis choyée d'avoir cette entente-là. Puis Oui. ce que je fais en échange, c'est que j'essaie le plus possible de leur donner à leur clientèle une petite priorité. C'est pas grand-chose, là, mais des fois, je vais faire un petit extra. Mettons, j'ai plus de place, mais je vais libérer une petite place. Ouais. Parce que là, eux, ils sont pas obligés Ben non. d'accepter ça. Ceci C'est dit, ça. je donne un petit montant, là, mais tu sais, il reste que pour moi, c'est tellement utile là, que je Ouais. leur redonne d'une façon différente là, en leur offrant un service. Puis j'accepte leurs stagiaires aussi. Ils ont des stagiaires en technique de santé animale ou vétérinaire. Puis moi, ben, j'avais dit à Marianne, la propriétaire de l'hôpital, ben, s'ils veulent faire un stage d'observation, Wow. moi, je suis prête à Ok. les prendre. Fait qu'elle, en plus, ça fait une valeur ajoutée Ben quand elle a quelqu'un qui veut aller faire un stage, elle peut leur dire, ben moi, j'ai ça à t'offrir en Hey, plus. Là. wow. Fait que, ouais, c'est ça. C'est le fun. Ben, je l'ai aidé à recruter aussi parce Ben que oui. tu dis quand tu les accueilles bien, ils vont peut-être avoir le Ben goût oui. de rester après, les stagiaires. là. Ouais. Puis, on a exploré justement le sujet tantôt de, tu sais, justement, tu peux avoir 2 à 3 personnes, je pense, par jour. C'est Oui, ça? 2 à 3 2 à rendez-vous, 3 normalement, rendez-vous. c'est... ouais. C'est à peu près, mettons, on va dire 2, mais tu sais, dans ces journées-là où ce que, tu sais que tu as ton rendez-vous qui s'en vient après, mais tu vois que la famille n'est pas encore prête, des fois, à Mhm. laisser partir, mais tu sais, toi, à un moment donné, faut que tu peux pas faire attendre, mettons, non plus l'autre client. Ouais. Y a-tu des fois que c'est arrivé ou c'est-tu d'emblée, ils font naturellement qu'ils prennent pas trop longtemps? Je te dirais qu'au début, ça m'embêtait énormément parce que j'avais aucune idée de à quoi ça pourrait ressembler. Ouais, c'est relatif à chaque personne. Ouais, puis au début, ben, j'avais pas tant de clientèle parce que je n'étais pas connue. Fait que, tu sais, j'en mettais un le matin, un l'après-midi. Le problème se réglait facilement. Là, avec le temps, j'ai route commencé... Oui, puis il y a la route. Mais là, tu sais, je suis rendue bonne à estimer le Mm. temps pour me déplacer parce que
parce que je l'ai tellement Ah ouais. fait. Mais là, maintenant, j'en mets qui sont un après l'autre, mais il y a beaucoup de temps accordé à chaque rendez-vous, là. Puis moi, quand je dis aux gens, je vous donne rendez-vous, je leur dis toujours, je peux te donner mardi et j'arriverai entre 2 et 3 heures de l'après-midi. Je leur dis pas, je vais être là à 2 heures parce que là, c'est comme c'est bien trop précis, là, tu sais. Les seuls que je donne une heure précise, c'est s'ils ont un médicament à prendre pour l'anxiété, je veux qu'ils sachent exactement à quelle heure je vais arriver pour qu'ils sachent exactement à quelle heure donner le médicament. Ça, j'arrange ça autrement. Je les mets les premiers de ma journée, fait que je suis capable d'être précise. Mais sinon, les autres ont tous un intervalle de temps. Puis je leur dis, je devrais arriver dans cet intervalle-là, mais oublie pas qu'il y a le trafic, tu sais, je veux dire, il y a des choses que je ne contrôle Ben pas. non. là. Avec l'humain. C'est ça. Puis souvent, les gens, ils ont pris congé de toute façon, mais je fais tout en moi possible pour être dans cet intervalle-là. Jamais avant. Si j'arrive avant, je me stationne puis je fais d'autres choses. Si possible, jamais après l'heure. Puis si je suis après l'heure, je les appelle pour dire, écoutez, là, je suis pris dans un bouchon à l'autre bout de Québec. Je suis en route, mais là, c'est plus long que prévu. Mais ça arrive vraiment pas souvent parce que je mets vraiment du temps entre les rendez-vous. Puis j'ai appris je commence à avoir le feeling de plus en plus dans les échanges de courriels. Je suis capable de voir les cas où ça risque d'être plus long. Là. Tu sais, il y a déjà comme des indices que les gens laissent tomber. Mais je peux me tromper, je peux arriver dans une famille puis je pensais que ça allait être long puis c'est plus court ou l'inverse. Mais moi, jamais je les presse. Même si, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, des fois, c'est eux qui me disent, eh mon Dieu, vous devez avoir un autre rendez-vous, là, tu sais, on prend beaucoup de votre temps. Puis là, des fois, je leur dis, ben, il n'est pas avant telle heure. Fait que là, au moins, mais j'en parlerais pas s'ils n'en parlaient pas. Mais tu sais, s'ils ouvrent la porte, tu sais, je vais leur donner un indice de, tu sais, c'est à quelle heure le prochain. Mais moi, je veux pas être celle qui va intervenir, tu sais, pour leur dire... Oui, c'est ça, à côté. Le temps, Ouais. finis ton deuil, là. Ouais, finis ton Mais deuil. tu sais, le client qui me contacte et qui me dit, on a combien de temps pour se recueillir? Ah, Ça, déjà, qui me pose la question, On va demander ça. je me doute que ça va être plus long Ouais. qu'un autre. Si c'est, là, ça va être très sexiste comme commentaire, là, mais c'est souvent des femmes qui me contactent. Puis les femmes se recueillent plus longtemps que les hommes. Fait que c'est sûr que si c'est un homme seul qui me contacte, je dis pas que ça va être court nécessairement, mais j'ai le feeling que ça va être plus court parce que moi, je le vois, là. J'ai un laboratoire, moi, devant mes yeux, là. Oui. Puis je vois à quel point les hommes sont programmés pour pas montrer leurs émotions, garder ça pour eux autres, comment ils se sentent tellement tout pognés par moment qu'ils ont juste hâte que ça finisse. C'est triste. Ils ont hâte que je m'en aille. Je trouve ça triste. Ouais. Puis des fois, il y a des hommes qui pleurent devant moi puis qui me disent, j'ai même pas pleuré pour mes parents, puis là, je pleure, puis je suis comme, ben bravo. Oui. Bravo, Un premier puis pas. merci, parce que ça veut dire que j'ai su te mettre assez à l'aise pour que tu le fasses. Parce que t'as pas moins de peine parce que tu me le montres pas. T'en as autant, c'est juste que tu le gardes pour toi. Fait que, mais les gens sont quand même assez à l'aise avec moi, fait que ça aide. Mais les femmes, c'est ça, souvent, peut-être à cause de notre côté un peu maternant, on a besoin de prendre plus de temps avec la dépouille. Puis ça peut causer des dynamiques difficiles parce que quand j'arrive puis le couple est vraiment dans des extrêmes, j'ai le mari qui a hâte que je m'en aille puis il y a la femme qui veut que ça aille lentement. Ah oui. Fait que là, déjà, elle me pose plein de questions puis là, je vois le mari qui tape du pied puis là, qui a juste hâte. Puis là, souvent, il s'active, il se promène. Là, ils vont chercher des Kleenex. Puis là, je le sens, là, je le vois qui bouille. Puis, tu sais, là, je suis très sensible à tout ça. Puis là, je le sens. Mais moi, je dois toujours me fier sur la personne, mettons, j'allais dire la plus lente, c'est pas le bon temps, mais qui a besoin de prendre du temps. Si son besoin à elle, c'est de prendre du temps, je vais pas l'accélérer. Puis si le mari ou l'autre personne, c'est pas besoin d'être un homme, ça pourrait être aussi une femme, mais a besoin que ça aille vite, ben je suis désolée, mais toi, tu vas devoir attendre un peu, parce que moi, je peux pas répondre aux deux besoins en même temps, ils sont contradictoires. Fait que, c'est ça. Ça, c'est des gros défis. Les familles qui sont pas sur le même tempo. Souvent, ça va être aussi, tu sais, les ados qui sont en crise parce que leurs parents ont décidé d'euthanasier puis ils comprennent pas qu'ils n'ont pas voulu le soigner. Parce que, tu sais, pour eux, c'est souvent la première fois qu'ils vivent un deuil, puis là, ils ont de la misère à gérer. Puis là, ben, c'est plus facile des fois de prendre notre peine puis de la jeter, tu sais, sur l'autre à côté qui est ton parent, puis là,
Ouais. puis t'en servir de punching bag, puis tu sais, je le comprends, ce qu'ils vivent, puis tu sais, je le vois, c'est de la peine, Ouais. je sais pas comment gérer, puis là, ça sort souvent en colère envers leurs parents, puis là, je suis témoin de ça, puis je suis comme, tu sais, il faut que je trouve un moyen, des fois, d'assainir un peu l'air. Fait que souvent, tu sais, moi, je m'adresse aux ados et aux enfants directement, en passant, là, quand je suis on n'a même pas pensé de parler de ça, C'est vrai. la présence des enfants et des autres animaux. Mais on a une Ouais, question les là-dessus. animaux, oui. Ben, Abordons-le. abordons-le, ben oui. tandis qu'on est là. Ça, c'est de quoi que je détestais en clinique. Quand les enfants venaient pour Oui. l'euthanasie, c'est que l'enfant avait l'air pas bien d'être là parce que c'est un enfant puis il n'est pas chez eux puis là, il y a plein de bruit. Comme l'animal, là, tu sais, il est comme effarouché. Puis là, tu essaies d'aider tout le monde, mais on dirait que tu n'y arrives pas vraiment. C'est comme un peu décevant comme expérience, je dirais, comme professionnel, Ouais. parce qu'on dirait que tu n'es pas capable d'arriver à bien prendre en charge tout le monde. Tandis que quand tu es à la maison, au début, je n'aimais pas ça parce que je n'étais juste pas habituée. Là, tu sais, Ouais. j'étais comme, oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Mais là, maintenant, ça me met très à l'aise. Ils sont pas tout le temps là. Des fois, les parents ont fait le choix qu'ils ne soient pas là ou l'enfant ne voulait pas être là. Dépendamment de l'âge aussi. Dépendamment de C'est- l'âge. c'est un- Encore là, sur mon ami Nala, j'ai mis de l'information pour Oui. aider les parents à faire un choix éclairé. Fait que s'ils sont là, moi, je m'adresse à eux. Un peu comme je disais tantôt, je vais m'aligner sur le plus lent des deux, là. Ben, je vais m'aligner sur le moins apte à comprendre ce qui se passe, façon de parler, là. Fait que si c'est une personne avec déficience intellectuelle, je dis pas que je vais parler comme... Je vais m'ajuster Ouais. à son niveau de compréhension, puis je sais que les autres vont me suivre, veut pas, Non. vont comprendre. Fait que, tu sais, je m'assure que cette personne-là comprend ce qui se passe. Des fois, j'ai des personnes avec autistes qui ont plus de difficultés à gérer leurs émotions, qui peuvent faire des crises. Je connais très bien le sujet, ça ne me dérange pas. Je suis très à l'aise. J'ai beaucoup de personnes autistes qui requièrent mes services. Fait que je suis très à l'aise, je suis autiste moi-même. Fait que ça, c'est pas un problème. Je gère bien. Mais moi, je sais comment m'adresser à eux, justement, pour mettre un climat où ils vont bien vivre l'expérience. Fait que je m'adresse directement à eux. Je les fuis pas comme quand j'étais en clinique. En clinique, je n'osais même pas les regarder. Je savais pas quoi leur dire. Puis je leur donne toujours la porte de sortie. Tu sais, la beauté de la chose, c'est qu'on est chez toi. Puis Ça, si tu oui. veux t'en aller dans ta chambre parce que tu sens que c'est trop pour toi, là, fais-le. Tu n'es pas obligé de rester. Ouais. Tu as peut-être décidé d'être là, puis là, tu le regrettes. À n'importe quand. Oui! Tu te rends compte que... Puis là, souvent, je dis, même tes parents, ils peuvent faire ça. Ah, c'est Puis vrai. là, c'est comme, c'est plus juste eux autres, c'est tout le monde. L'éléphant Fait que dans là, la pièce a été adressé. Là. c'est ça, c'est ça. Mm. Fait que j'ai développé plein de trucs, là, tu sais, vraiment pour les accompagner. Mais il y a des parents qui ont déjà fait un excellent travail avant même que j'arrive. La plupart du temps, là, comme je disais, ces parents-là sont extraordinaires. Si on fait le choix que leurs enfants étaient là, souvent, c'est qu'ils ont Wow. bien réfléchi. Sauf des cas d'exception. Puis moi, ben, j'ai complété ce qu'ils ont déjà préparé. Puis il ne faut pas oublier qu'ils sont en train de garnir leur boîte à outils pour affronter la vie. Fait que moi, je vois sous mes yeux ces jeunes-là vivre une expérience unique et marquante C'est de l'éducation. et très éducative. Tu sais, ils vont mettre 2-3 outils de plus dans leur petit panier. Puis là, après ça, si grand-papa décède subitement ou un ami de la classe, peu importe, tu sais, ils ont des outils supplémentaires. Fait que c'est vraiment une bonne idée, tant qu'à moi, si en tant que parent, on est capable d'accompagner nos enfants là-dedans. Mais en même temps, je comprends que des fois, il y a des défis qui peuvent être trop grands ou des situations où c'est pas bénéfique. Il faut aussi se respecter là-dedans. Parce que s'il y a un parent qui pense qu'il ne sera pas capable de garder le contrôle, il est mieux de ne pas avoir son enfant. Parce que l'enfant va souvent être plus paniqué de voir son parent comme ça que la situation elle-même. Ouais. Puis les autres animaux Oui. font partie de la famille. C'est ça la beauté aussi de l'euthanasie à domicile. Moi, tous les animaux font partie de la famille, on les laisse libres. La seule chose que je conseille aux gens, c'est si eux pensent que ça va les déranger. Ah. Parce qu'on les connaît, nos animaux, hein, on le sait des fois qu'il y en a qui sont réactifs, par exemple, à la présence d'une personne étrangère ou qui vont essayer comme de s'immiscer tout le temps pour avoir l'attention, ou c'est un poppy, tellement foufou que il va saper le moment, si je peux dire, là. Fait que je les laisse choisir. Moi, ils me dérangent jamais.
C'est sûr que là, pendant l'acte comme tel, j'ai besoin d'un certain espace, mais le reste du temps, je fais avec. De toute façon, j'ai assez de connaissances sur le comportement animal, même si je ne me considère pas très bonne, mais assez pour savoir bien gérer les animaux. Donc, si j'arrive et que je vois des signes d'anxiété, j'hésite. Tu sais, j'impose pas ma présence à aucun animal, sauf quand je vois que c'est permis, c'est bénéfique. Puis, tu sais, je vais au rythme des animaux, puis souvent, il y a des animaux que les gens disent « Ah, c'est bizarre. » Tu sais, d'habitude, ils n'aiment pas ça à la visite, puis toi, La bonne approche. ben, c'est parce que je peux rentrer dedans. Ah ouais. Viens ici, là, tu sais. Oups, j'espère que j'ai pas. Fait que, tu sais, c'est ça. Je mets un climat pour que même les animaux soient bien. Puis si les animaux ne participent pas parce qu'il y a des raisons pour lesquelles ils ne sont pas là, j'invite les gens à aller les chercher après. Puis si ma présence les dérange, je vais attendre dans l'auto. Je ramasse toutes mes affaires pour pas qu'il y ait trop d'odeur. Je quitte, puis je leur dis, tu me feras ça dans la fenêtre quand ça sera le temps. Puis là, ils laissent l'animal réactif, tu sais, venir avoir son moment. Je vois des choses extraordinaires, des fois d'animaux qui ont l'air de vraiment, vraiment, des fois c'est fou, là, mais tu te dis, on dirait vraiment qu'ils comprennent. Oui. Vraiment. Puis d'autres, là, ils marchent littéralement sur la dépouille comme si de rien n'était. Là, t'es comme, OK, Ça donne c'était ta peut-être pas relation. nécessaire. Tu sais, mais vraiment, là, puis ce que je vois souvent, c'est des chiens qui sont, tu sais, mettons, des chiens juste trop heureux de vivre, là, puis qui sont là, puis qui se promènent partout. Puis là, on a l'impression que, tu sais, ils sont tout le temps dans notre bulle. Et quand je me mets en place pour l'euthanasie, on les voit plus, puis s'en vont se coucher dans un coin quand c'est pas dans une Ah, chambre. c'est terrible. Puis ils veulent plus approcher la dépouille après. Souvent, ils veulent plus revenir. Puis là, je dis aux gens, forcez-les pas. Non. Ils vivent ça à leur façon. Puis des fois, les gens m'écoutent pas, ils veulent quand même que Ouais. le chien vienne. Puis je le vois, là, il est là, puis il est pas bien. Là, puis là, il lâche, puis il s'en retourne. Là, dans ce temps-là, je me dis, mais c'est sûr que je sais pas ce qu'ils comprennent, mais il y a quelque chose qui s'est passé quand même. Là, tu sais. Ouais. Fait que moi, ça me fait dire que c'est bénéfique. Je crois en tout cas que c'est bénéfique pour ces animaux-là de vivre ce moment-là aussi. Ils en ont besoin, mais il faut les laisser vivre ça à leur façon. Exact. Puis pas avoir des attentes. On peut être déçu. Quand on Oui. a trop d'attentes, Ouais. tu sais, moi, je suis sûre, mon chien il va aller se coucher à côté, puis ça va être cute. Non, il y a peu de chance d'arriver. Ouais, c'est C'est ça. ça. Faut juste rien s'attendre, puis s'il se passe de quoi magnifique, ben tant mieux. Puis ça, j'en ai eu une fois là, que j'ai tellement pleuré. Les gens, ils m'avaient fait venir pour le chien âgé que je devais euthanasier, puis il y avait déjà la relève, là, Ah tu sais, oui. le petit poppy. Ouais. Puis il y avait... Ça arrive souvent que les gens ils veulent un poppy pendant qu'ils ont un vieillard, juste pour que... Mhm. Il y a comme une espèce de Faut pas vivre aussi à la transfert, tu sais, là, je sais pas à quel point ça se Mm. passe comme ils voudraient, là, mais dans Mais leur... ça ferait du sens parce que quand mon chubby, mettons, en tout cas, on a dû y enlever les yeux. Ouais. Ben, tu sais, je m'étais pris un nouveau chien, dans le fond, Balloon, mon Golden, parce que je me suis dit, tu sais, s'il arrive de quoi, que, mettons, tu sais, sur la table d'opération, whatever, ça se passe pas bien, j'étais là, tu sais, je veux pas arriver chez nous, qu'il y ait rien, que ça soit vide, que ça soit Ouais. silence. Puis tu passes d'un chien, qui est un chien bruyant, un peu, on se cachera pas que ça fait des petits bruits, là, à genre, j'arrive chez nous, pas un bruit, pas rien. Ouais, Fait que, tu sais, le ça aurait du vide. sens, des fois, qu'ils se prennent comme un. Ouais. Mais ça, ce que tu parles, c'est pour lui-même, mais eux, dans leur idée, c'est comme si l'âme du vieux chien pourrait se transférer, ben, l'âme étant, tu sais, Mhm. sa personnalité, ses qualités. Ok. Mais je suis pas sûre à quel point ça marche tellement, mais peut-être aussi, tu sais, Ah oui. Ça leur fait du bien, honnêtement, c'est ça. de penser Eux, ça, là. ils pensent, puis il y a des cas où les gens me témoignent que ça semble être le cas, mais plus souvent qu'autrement, j'ai l'impression que le poppy dérange le vieux chien. Ça, c'est une autre histoire, mais il reste que ces gens-là avaient déjà le poppy parce qu'ils savaient que le vieux chien allait quitter. Puis, après l'euthanasie, le chien, c'est comme couché en cuillère Oh avec non. la dépouille. Puis, il restait là. Là, c'est un poppy, là, quand même. Là, tu Il sais, aurait pu aller chercher son cogne, puis... ah ouais, ah ouais! Non, il était couché là. Puis là, les gens étaient autour des deux chiens, leur défunt chien puis leur nouveau chien. Puis ils sont restés là super longtemps. Puis moi, j'étais en retrait, puis je regardais Hey, ça, puis j'arrêtais wow. pas de pleurer. Puis j'étais comme, là, on vit un beau moment, là. Ouais. Là, on vit un moment de grâce. Là, Ils vont tu s'en sais, là. souvenir pour toujours, là, Oui, tu sais. puis même, moi, je m'en souviens encore. Tu sais, je me souviens de plein de choses, là, mais ça, entre autres, ça m'avait frappé de voir vraiment, là, tu sais, sous mes yeux, se produire. Là, c'était spécial, ouais. Ouais. Wow. Natacha, merci.
Ça fait Merci plaisir. d'avoir été là. Merci d'être venu parler de ce sujet tabou, Oui. peu connu, mais qui, je pense vraiment qu'on doit parler parce que c'est inévitable. Qu'on ait un refuge chez un éleveur, on se ramasse avec un chien un peu pas prévu, ça fait partie de la vie, malheureusement. Et merci de faire ça. Merci de faire de ce Plaisir. passage obligé quelque chose de peut-être plus agréable et pas facile, mais au moins avec lequel on est à l'aise, tu sais. Ouais. Fait que si jamais on veut te retrouver, mon vet à la maison, ton site Oui. internet, y a-tu des réseaux sociaux, autre endroit? Oui, mon vet à la maison a un Facebook et un Instagram. Pour ce qui est de mon amie Nala, Oui. la nouvelle plateforme, n'a pas encore un Facebook et un Instagram, mais ça va venir sous peu. OK. C'est juste une question que j'ai pas encore eu le temps de tout déployer. Oui. Je suis encore en phase test, là, mais par le temps que vous allez faire le montage, Oui. peut-être Ah oui, il est né hier, là. il est tout frais sorti du four. Oui. Donc, mais il est déjà très fonctionnel, là. Si les gens veulent y Ouais. aller tout de suite, ils vont voir qu'ils ont déjà accès à beaucoup d'informations. Parfait. Mais merci Génial. d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci de votre excellent accueil. Oh, Merci Colin. d'être les beaux êtres humains que vous êtes toutes C'est les gentil. deux. Merci.